Eh ben, écoute, je te propose de commencer tout de suite. Écoutez, merci à tous donc d'être là pour cet amas. Donc, on reçoit Faériane avec Cynthia, donc la fondatrice du projet. Et l'objectif, donc, c'est vraiment de faire un tour complet du projet, ce que c'est. Enfin voilà, elle va nous parler de tout ça. Écoute, très content de t'avoir parmi nous, Cynthia. Je crois que tu es une des rares femmes qu'on a eues en amas chez les masques. Ça fait Euh, plaisir. non, c'est vrai que c'est quand même pas souvent. Du coup, ce que je te propose, c'est un petit peu déjà de te présenter ce que Mhm. tu fais. Et tiens, une question qu'on pose pas forcément souvent, c'est comment tu es rentré dans la crypto, comment tu as découvert tout ça. D'accord, très bien. Salut tout le monde, moi c'est Cynthia. Je suis de l'Est de la France et je suis la fondatrice et la curatrice de Faérian, qui est la première galerie d'art centrée sur la fantaisie, que ce soit de l'art digital ou physique, peu importe, du moment que c'est dans le thème de la fantaisie. Voilà. Et comment je suis rentrée dans la crypto? J'ai mis ça dans mon message de présentation tout à l'heure. En 2018, j'ai acheté mon premier Bitcoin portion de Bitcoin, avant le premier crash. Voilà. Donc c'est là que j'ai découvert l'instabilité de la crypto et tout, et à quel point c'était dangereux. Mais je trouvais quand même ça fascinant. Et ce qui m'a motivé de me lancer dedans, c'est avant je travaillais à Visa, et ils ont acheté leur premier CryptoPunk il y a peut-être 2 ans. Et à l'époque, je trouvais ça bizarre de dépenser autant de sous pour un truc pixelisé, alors qu'il y a plein d'autres d'art digital qui existent et qui est très beau. Donc c'est pour ça que je suis partie et j'ai décidé de lancer la galerie. Voilà. D'accord. Écoute, c'est original. Ouais, je pense que tu es aussi une des rares qui est arrivée finalement dans la crypto en achetant directement une fraction de Bitcoin. En général, la majorité tourne autour entre guillemets, des shitcoins, un petit peu tout, mais c'est rare de partir directement là-dessus. Donc, je tenais à le souligner. Ah oui. Et, J'ai aussi eu des Shiba et des Doge, mais ça n'a pas marché. ah, pourtant, ils ont bien pump ces derniers, on va dire ces derniers mois. Bon, il suffit Ah de les oui. aider un peu. Ouais, je regarde mon wallet alors. Alors, du coup, comment t'es venu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du projet? Comment t'es venu l'idée de créer, de créer cette galerie et pourquoi? Ouais, avec plaisir. Donc je sais pas s'il y en a ici comme moi qui ont grandi en lisant plein de livres de fantasy. Euh, Beaucoup baigné dans Pierre Bottero notamment, trilogie de Bartimus, etc. Et ensuite j'ai découvert le jeu de rôle sur forum quand j'étais ado. Et ma première inspiration pour écrire des histoires en collaboration avec d'autres personnes, c'était les images fantasy que je trouvais sur Internet. Et que je trouvais magnifiques, je les collectionnais sur mon ordinateur et tout. Et après, je suis devenue une adulte, je suis allée dans des galeries d'art, des musées, j'ai trouvé qu'il y avait nulle part l'art que moi j'aimais qui se trouvait là. Et pour le voir, il fallait que je joue à des jeux vidéo, que je voie des films, ce que je trouvais dommage. Euh, je pense à un élément déclenchant, j'étais en Bretagne et j'ai vu une œuvre d'art magnifique fantasy, mais elle était en carte postale. Et j'étais mais ça va pas, ça, on peut pas. Comment ces artistes-là peuvent vivre de ce qu'ils font avec des cartes postales? Et donc voilà, c'était un peu l'idée du coup derrière Faérian, de remettre l'art fantasy qui, c'est vrai qu'en général il est assez digital à cause des jeux vidéo, des films, et de le mettre en avant dans le monde des NFT. Voilà, d'aider les artistes à entrer dedans, avec tous les risques que ça comporte, etc., de les aider à faire ce processus. D'accord, ok. C'est vrai qu'on pense pas forcément on a du mal à imaginer vraiment des artistes. Enfin, la majorité des gens, on va dire des artistes qu'on voit. Donc, c'est des artistes qui font des choses classiques, des paysages, des portraits. Mais c'est vrai qu'on pense rarement aux artistes qui travaillent justement dans ce domaine de l'art, fantaisiste, imaginaire. Et ça reste quand même ça reste un secteur qui est assez restreint, on va dire, en l'extérieur. Mais en général, on les voit pas comme artistes parce qu'ils sont employés par des boîtes de jeux vidéo ou par Magic the Gathering. Et même les cartes Magic the Gathering, par exemple, qui sont très populaires dans le monde entier, finalement, vous avez une œuvre d'art magnifique qu'en fait, vous pourrez afficher sur un super gros écran. Elle est sur une toute petite carte, ça lui rend même pas honneur ou hommage.
Donc Ah, c'est vrai non, que mais ils sont pas traités en tant qu'artistes, à mon avis. non, mais c'est vrai que t'as totalement raison à ce niveau-là, hein. C'est un petit peu sous-évalué par rapport à d'autres choses. Mhm. Donc voilà, l'idée de faire des NFT, vraiment de les présenter au monde entier Hein? est venue principalement de là. Ouais, tout à fait. C'est quoi? C'est pour nous ou quelqu'un d'autre? Ah ouais, c'était un mute. Voilà, Oui, voilà. Parce qu'en plus, dans l'art fantasy que je trouve en général, non seulement ce que j'aime bien, c'est que ça me fait transporter dans un autre univers immédiatement quand je le regarde. Et puis en plus, j'ai pas besoin d'explications compliquées sur pourquoi c'est beau, qu'est-ce que ça veut dire. En général, l'image en soi elle raconte déjà une histoire. Et c'est ça le pouvoir de ces œuvres comparées à de l'art moderne, où des fois il faut lire 3 pages pour essayer de comprendre ce que l'artiste voulait faire derrière. Donc pour moi, c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde quand même aussi. Non, non, c'est pas faux. Tiens, juste une petite parenthèse, tu parlais, en tout début, tu as parlé que tu étais donc une curatrice. Est-ce que Mhm. tu pourrais nous dire un petit peu, en gros, en quoi ça consiste et ce que c'est? Oui, donc ça veut dire. Donc là, Fairyant, c'est une galerie d'art centrée sur la fantaisie. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui fais l'art, c'est je vais chercher les artistes. C'est moi qui les choisis, c'est moi qui choisis les œuvres et je vais les organiser en termes de collection à proposer au public du coup. C'est moi qui les aide aussi à fixer les prix, à organiser les utilities, voilà. Donc D'accord, curatrice, ok. ça veut dire que les gens me font confiance en mon goût, voilà. Ok. Eh ben, écoute, du coup, je te propose d'enchaîner un petit peu voilà, sur la présentation de Farion. Qu'est-ce que c'est, un petit peu comment ça fonctionne, et puis après, on ira progressivement vers les collections et puis un petit peu l'avenir du projet. Ok. Du coup, Fairyant, comme j'ai dit, c'est le nom d'une galerie d'art, mais c'est aussi, dans le nom, il y a féerie. Pour moi, c'est aussi le nom d'un univers fantastique qu'on crée ensemble au travers de l'art. Donc, concrètement, comment ça se passe? Je propose une collection tous les mois ou tous les 2 mois sur des thèmes différents, avec des artistes différents, et toujours en fantaisie en général. Voilà. Donc, c'est le principe de base. Donc là, on a 4 collections qui arrivent. Il y a la première sur le thème de la lumière qui sort la semaine prochaine. Ensuite, on aura le thème de l'humanité et ensuite des ténèbres et des eaux. Le but, c'est de construire un peu la jeunesse de Pharaon. Si vous avez lu la jeunesse de la Bible, ça fait un peu référence à ça. Voilà. D'accord, un petit peu, on va dire un petit peu comme une histoire finalement. Enfin, plus le temps passe, plus il va y avoir des collections donc de différents artistes, différents univers. C'est ça. Et moi, à terme, j'adorerais que quelqu'un se dise, tiens, Enfin, moi, c'est une histoire qu'on construit ensemble, mais c'est très libre. Il n'y a pas de livre qui serait créé à la fin. Ou... Peut-être que vous allez voir l'œuvre et vous allez vous inspirer une histoire. Et je suis très contente si vous pouvez dire, ah, ça m'a inspiré cette histoire. Pour moi, c'est un hub de création, quoi. L'art qui inspire l'art. D'accord, ok. Donc la première collection est déjà prête. Oui, elle est sur le thème de la lumière. Donc en fait, on a décliné en 2 collections. La première, elle est sortie en novembre et c'est des éditions uniques en 101, mintées sur Solana. Et c'est sur le thème de la lumière. Du coup, il y a 22 œuvres, 6 artistes. Et là, ce qu'on va sortir la semaine prochaine, c'est la version poche. Donc c'est pour les collectionneurs qui ne veulent pas forcément avoir l'œuvre d'art complète sur leur wall à la maison. Ils veulent juste l'avoir dans leur téléphone. Et il y a plein de utilities associées avec. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les utilités justement de ces futures œuvres? Tout à fait. Alors, je mets dans le chat le lien de la page de présentation, que ça vous pouvez voir déjà visuellement c'est quoi les... Ah bah, Naïli qui a pensé aussi, bravo. Vous pouvez voir visuellement à quoi ça ressemble. Donc déjà, votre première utility, c'est une pièce d'art. Voilà. Avec le titre Wanderer of Fairyant, voyageur de Fairyant. Ensuite, vous avez pas mal de choses. Les 50 premières personnes qui le demandent peuvent avoir une carte cadeau sur notre boutique de produits dérivés. Donc permettre d'avoir gratuitement une print, un mug, voilà, avec l'artwork de leur choix dessus. On a aussi un artbook
qui existe aujourd'hui de façon digitale, mais qui sera du coup imprimé d'ici la fin de l'année. Donc ça permet d'avoir des réductions dessus. Et on aura aussi des loteries avec 6 heureux gagnants qui pourront avoir une peinture gratuite ou alors carrément une tablette pour mettre vos NFT chez vous, les afficher, ou une commission d'art gratuite de l'un de nos artistes. Donc c'est ça. Voilà. Et en plus, vous aurez un accès en avant-première aux prochaines collections. D'accord, ok, oui, donc ça fait, enfin, il y a pas mal de choses de prévues déjà. Oui, c'est ça. Mon but, c'était, quand j'ai créé Utility, je voulais être sûre que les gens, ils savaient, enfin, ils aient l'image, ok, mais ils savent aussi qu'il y a quelque chose de concret derrière, de physique, s'ils en ont envie. Voilà. Ok. Du coup, j'ai une petite question, moi, au niveau des œuvres. Comment les artistes font les œuvres? Donc, il y a plusieurs artistes sur la première collection. Il y a 6 artistes, si je dis pas de bêtises. Et comment est-ce que toutes les œuvres vont être vraiment numériques? Est-ce que certains vont faire ça sous forme de peinture? Et est-ce qu'il y a différentes techniques? Oui, très bonne question. Donc là, on a 5 artistes digitaux qui font tout sur Photoshop, Procreate, etc. C'est pas de leur intelligence artificielle, c'est vraiment fait à la main. Et on a une artiste traditionnelle qui fait de l'acrylique et elle fait aussi des bijoux. Voilà. D'accord, ok. Non, donc il y a une partie finalement il y a une partie qui est faite vraiment purement numérique, et il y a C'est quand ça. même une partie physique. Et la partie physique, donc c'est numérisé, c'est pris en photo pour pouvoir être retransformé derrière en NFT. C'est ça. En fait, dans la collection Full Size dont j'ai parlé au début, vous pouvez acheter les œuvres d'art originales physiques au lieu d'acheter les NFT. Mais si vous voulez juste le Pocket Size, du coup, là, on propose du coup un NFT de l'œuvre physique. Voilà. Je me souviens encore quand j'ai proposé l'idée à l'artiste, au début, elle était pas chaud, mais elle me fait confiance. Alors, ils sont assez sensibles dans ce milieu-là, traditionnel versus digital. Mais on a réussi. Du coup, elle est intégrée dedans. D'accord, bah, je pense que c'est pas forcément évident, surtout si l'artiste en lui-même est pas forcément dans le domaine de la crypto. Ça doit paraître justement un peu abstrait. Ah oui, complètement. Donc du coup, finalement, enfin, en parallèle, t'aides aussi un petit peu les artistes à s'intégrer dans ce nouveau monde qui les attend. Voilà, après, je les force pas, c'est-à-dire que là, c'est moi, pour les artistes que j'ai en ce moment, c'est moi qui vais minter pour eux. J'ai un contrat avec eux qui spécifie exactement quelle est ma commission, etc. Mais je leur demande pas d'avoir de wallet. S'ils en ont un, tant mieux, ça me facilite la tâche. Sinon, je les rémunère en fiat normal. D'accord, ok. Mon but, c'est de pas. Il y en a qui s'appellent NFT artistes, crypto artistes. Moi, je veux des artistes, point barre. Qu'ils fassent de la crypto ou pas, bah, je m'adapte. Du moment que moi, j'aime ce qu'ils font et que je pense que ça a de la valeur, je vais le mettre dans la galerie. C'est comme ça que je raisonne. D'accord. Moi, je pense que c'est bien, ça évite d'obliger la personne vraiment aller dans un milieu où elle n'a pas forcément, où c'est quand même assez complexe, et en parallèle, ça les aide aussi à découvrir finalement un peu la crypto, de nouvelles choses et les possibilités. Oui, c'est ça. Alors, il y a une question d'Adèle. Mais du coup, Ouais. qui est propriétaire de l'œuvre? Celui qui a le physique, celui qui a le NFT? Alors, bonne question. Du coup, pour l'œuvre physique qu'on a, si vous avez le NFT de cette œuvre physique, en fait, le NFT il représente une portion de cette œuvre. Donc, l'œuvre physique de base ne vous appartient pas, c'est juste ce que vous avez, c'est une représentation symbolique de cette œuvre, c'est tout. Voilà. Et celui qui a le physique, il a le physique, mais il n'a pas le NFT. Donc, c'est une façon de faire. Est-ce que je sais pas si ça répond à la question? Du coup, je vais rebondir un petit peu cette question avec justement, on va s'éloigner un petit peu des NFT, mais avec une question de Frédéric Ocana, Mhm. que tu as déjà croisé, si je dis pas de Mhm. bêtises, Oui. qui voulait savoir, est-ce que lors de la vente d'un NFT, est-ce qu'il y a enfin, je pense qu'il n'y a pas forcément de documents légaux, mais ça rejoint un petit peu la question d'Adèle. Comment faire valoir ses droits? Je ne sais pas si on veut l'exploiter sur Internet ou sur d'autres supports. Alors là, bah, les droits sur l'œuvre, ils sont en accord avec les artistes. Moi, pour l'instant, ils veulent que des licences personnelles dessus, pas des licences commerciales. D'accord. Après, si vraiment vous avez un projet intéressant et que vous voulez faire quelque chose de commercial avec, faut nous contacter, on en parle avec l'artiste, on voit ce qu'on peut faire. Voilà. D'accord, ok.
Ok. Bah, je pense que ça a aussi un petit peu peut-être répondu à ta question, Adèle. N'hésite pas à remarquer dans le chat ou à nous rejoindre en vocal si jamais. Mhm. Du coup, j'ai une question moi, au niveau maintenant des blockchains. Mhm. Dans le white paper, il était indiqué plusieurs blockchains. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, est-ce qu'il y a un choix technique particulier, une raison? Oui, c'est une bonne question. Alors au début, je voulais pas aller avec Ethereum quand j'ai commencé parce qu'à l'époque le merge n'était pas fait. Et puis j'ai des artistes qui voulaient pas travailler avec Ethereum parce que c'était pas bon pour l'environnement. Donc je me suis tournée vers Solana. Euh, donc ça c'est d'une part Solana du coup utilisé pour les full size aujourd'hui. Ensuite on a la blockchain Flow sur la plateforme creator.co qui est une super plateforme. En gros elle permet d'obtenir des tirages en édition limitée de qualité musée, très bonne qualité, d'œuvres. Et du coup, vous le recevez chez vous une œuvre physique et elle est certifiée sur la blockchain Flow. Donc ça, c'est très bien pour des œuvres digitales. Voilà. Là, le choix de la blockchain, bah, c'est pas moi qui choisis, c'est la plateforme qui est comme ça. Et voilà. Et du coup, maintenant, pour la collection Pocket Size, là, je suis un peu plus le mouvement. On retourne sur Ethereum. D'accord, ok. Bah, c'est assez surprenant. Est-ce que, je sais pas, est-ce que t'as été conseillé ou finalement c'est plus par rapport aux plateformes que tu as choisi ce type de blockchain? Est-ce qu'il y a vraiment une raison particulière ou pas du tout? Enfin, moi, j'aime bien beaucoup de blockchain en soi. J'aimerais bien essayer de Polygon, Tezos, etc. Après, Ethereum, je sais que oui, j'ai été conseillé de prendre Ethereum parce que c'est ce que tout le monde fait. Et ça a l'air assez stable maintenant. Et en plus, en début janvier, ils ont lancé un papier qui expliquait bien l'impact environnemental. Donc c'était plus rassurant. Ah non, c'est pas faux. Bah, du coup, oui, il y a Tezos aussi qui est assez prisé enfin, dans l'univers des NFT, un petit peu moins connu, mais ils ont des belles plateformes aussi. Et Mm. justement, Adèle fait régulièrement des choses dessus. Après, Oui, c'est pourquoi vrai, pas. Tezos aussi est bien. Après, je vois beaucoup d'artistes d'intelligence artificielle sur Tezos. Et je me suis dit, j'aimerais pas être confondue avec eux parce qu'on fait pas les mêmes choses. Je sais pas. C'est à réfléchir. Bah, justement, ouais, j'ai vu, bah, même dans les commentaires là, ces jours derniers, comment tu arrives un petit peu à te défaire de cette image finalement à Mm. cause bah, des intelligences artificielles qu'on voit régulièrement, enfin de plus en plus ces derniers mois. Mm. Comment moi j'arrive à me défaire de... Ouais, comment tu arrives à expliquer aux gens que c'est des œuvres réelles, c'est pas de l'IA. Comment tu arrives un petit peu à faire ta place par rapport à ça? Bah là, quand je poste sur Twitter par rapport à mes artistes, je précise toujours que c'est des artistes humains. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a le hashtag human artist qui est sorti quand Midjourney et tout ont fait le buzz. Donc maintenant, je précise toujours que c'est des artistes humains. Et limite, maintenant, quand je vois des œuvres sur Twitter et que les gens ne précisent pas, eh ben, je sais pas si je peux vraiment apprécier l'œuvre à sa juste valeur parce que je vois pas le travail qu'il y a derrière. Donc je pense que c'est quelque chose que plus de gens devraient faire. Si vous faites de l'IA, dites-le, c'est pas grave, enfin, c'est très bien. Mais si vous êtes un artiste humain, dites-le parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir. Bah, aujourd'hui, ouais, on voit enfin, ouais, une énorme quantité enfin, de dessins, d'art, tout ça. Et c'est vrai enfin, c'est quasiment, enfin, c'est difficilement possible de savoir est-ce que c'est un humain derrière qui a fait l'œuvre, est-ce que c'est réellement un artiste. Enfin, je pense qu'on se pose beaucoup la question aujourd'hui. Oui, et le pire, ce que j'ai appris, c'est que l'IA maintenant, elle peut même dessiner les brouillons de ses œuvres. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus demander à un artiste le brouillon de ses œuvres comme preuve que c'est lui qui l'a fait, parce que l'IA aussi peut générer ça. Ça, c'est un peu flippant aussi. J'ai un artiste, il a perdu un contrat avec un client parce que le client ne le croyait pas que c'est lui qui faisait tout seul. Bah, je pense, ouais, enfin, de toute façon, l'IA va recopier l'humain, donc finalement, on va Mm. dire tout est un petit peu possible, hein. Mhm. Ouais. Donc, on va voir comment ça se passe. C'est une autre grande question. Est-ce que l'IA va remplacer les artistes digitaux? À voir. Ouais, l'IA s'inspire de l'humain quoi qu'il arrive. Donc, s'il n'y a plus de création humaine, enfin, après, ils ont une sacrée base de données aussi. Mais oui, je suis curieux de voir l'avenir à ce niveau-là.
Ouais. Après, j'ai vu, je sais plus, c'était un tuteur post qui disait quelque chose de très juste, c'est qu'un artiste, un vrai artiste, c'est celui qui sait résoudre un problème, qui va essayer vraiment de comprendre la problématique de son client, qu'est-ce qu'il cherche à évoquer comme œuvre, etc. Et qui va faire quelque chose d'adapté. La machine, elle peut faire que ce qu'on lui dit, mais il y a un niveau de compréhension supérieur, empathique, que la machine ne peut pas avoir. Et puis, il faut savoir, je pense en parallèle, il faut aussi savoir exprimer, on va dire, avec des mots ce qu'on veut. Enfin, ce que l'artiste, lui, va arriver à comprendre vraiment quand on s'adresse à lui, on va dire, physiquement, que, Mhm. enfin voilà, une machine arrivera. Si on demande un logo du Bitcoin avec une marmotte, il n'aura pas forcément, enfin, c'est un exemple, hein, sur une collection, mais enfin, ça ne sera pas interprété de la même façon de la part d'un artiste ou de la part d'une IA. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Du coup, au niveau de tes collections, est-ce que tu projettes, comment tu projettes un petit peu d'évoluer? Est-ce que tu comptes faire des galeries physiques, des expositions, ce genre de choses? Oui, alors on a déjà fait une exposition physique à la NFT Factory à Paris en décembre. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient venus. Du coup, j'y étais là tous les après-midi quasiment. C'était cool. Là, je vais y retourner pour la Open Screens 2 du 1er au 11 février. Donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un message d'abord pour être sûr que j'y suis quand vous y allez. Ensuite, on va aller à NFT New York City en avril. Tous les artistes ont été sélectionnés, qui est génial. À la base, on devait aller à Miami aussi pour une exposition, mais elle a été annulée. Donc je regarde. Là, j'ai des offres pour aller à Rome ou à Dubaï. Mon but, c'est vraiment de m'intégrer non seulement au monde des NFT, mais le monde de l'art en général. Voilà. Donc oui, c'est vraiment sur la roadmap. D'accord, ouais, donc t'as presque prévu finalement de faire le tour du monde. Ah ouais, moi j'aime voyager, alors ça me va très bien. D'accord. Et les artistes, quand tu fais ce genre de choses, ils viennent avec toi, ils sont présents, pas du tout. Comment ça se passe par rapport à eux? Moi, je les invite, après ils ont leur vie de famille, donc c'est compliqué. Ouais, oui. Ouais, bah, je pense que en France, ça doit. Enfin, tout d'ailleurs, est-ce que enfin, où sont situés les artistes? Ouais, Est-ce là qu'il y on a a deux artistes français, mais il y en a un qui veut rester anonyme, donc je pense que vous n'allez jamais le voir. Et l'autre, il est même pas dans la banlieue parisienne, donc pour lui c'est compliqué de venir. Et j'en ai une autre en Allemagne, en République tchèque, en Pologne et en Croatie. D'accord, ouais, donc c'est quand même, ouais, ça reste quand même assez varié. Oui, c'est ça. Mm. Pour les prochaines collections, tu as déjà des pistes de nouveaux artistes? Est-ce que tu vas reprendre les mêmes? Il y a des œuvres chez eux qui m'intéressent encore, oui. Après, oui, j'ai un gros portfolio d'artistes. J'en ai qui me relancent et me disent: ah, c'est quand que je peux passer? C'est quand mon tour? Donc, ouais. Comme j'ai dit, en fait, à la base, enfin, je sais plus si je l'ai dit au début, mais j'ai commencé en reprenant la liste des artistes que je suivais quand j'étais ado, et il y en avait au moins 300. Après, ce qui est triste, que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui postaient leurs trucs sur DeviantArt ou ArtStation. En fait, ils ont disparu du net. Et je peux les contacter autant que je veux, ils répondent pas. Leur email marche plus. Mais pourtant, tout leur art est sur Internet. Mais je sais pas. Et c'est magnifique ce qu'ils font, mais ils pourront jamais. Tu vois, oui, genre, je sais pas, Van Gogh, il est commencé à être connu après sa mort. Mais ces gens-là, comme il n'y a même pas d'adresse, rien du tout, c'est même impossible de faire ça pour eux. Bref, c'est un peu le côté tragique de l'art digital que je voulais montrer. C'est les Satoshi Nakamoto des NFT, en quelque sorte. Non, Je ne saisis pas non, forcément la référence. non, mais dans le sens de la beauté de la beauté de l'art finalement, et où on retrouve plus les propriétaires. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mm. On a aussi un grand, je le vois taper de temps en temps, Kono Hime, hein, hésite pas à nous rejoindre si tu veux poser deux, trois questions. Il est aussi, enfin, je sais pas si tu le connais, mais il est très attentif à tout ça. C'est un spécialiste un petit peu de ce domaine-là. Ouais, on est passé sur le podcast du Crypto Daily aujourd'hui, il était là. D'accord. Ah bah écoute, tu vois, c'est un signe. Et du coup, oui, je trouvais ouais, très très intéressant ce que tu disais au niveau des artistes finalement un petit peu de ton enfance
que tu as réussi à recontacter. Il y en a beaucoup, non? Qu'est-ce que ça fait de parler avec des gens finalement que tu admirais, enfin dont tu admirais les œuvres, tout ça? C'est c'est fou quoi de se dire tiens, ils me font confiance. Enfin, qui suis-je pour eux? Mais bon. Euh, Il y en a un, là, David Demaret, qui est français. Quand on regarde sur son portfolio, moi, je me souviens encore de sa première œuvre et quand je l'ai revue 10 ans après, j'étais en mode oh là là, c'est vrai. Oh, ça m'avait inspiré des histoires, ça. Et ouais, on a un lien avec l'artiste que l'artiste ne connaît pas. Euh, mais du coup, quand, par exemple, moi, j'ai envoyé des messages aux artistes, j'ai fait en sorte que chaque message était personnalisé. Je leur disais clairement, voilà ce que ça m'évoque chez vous. J'ai découvert ça quand j'étais ado. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont répondu positivement, parce que le message était personnel. C'était pas juste une invitation comme ça à la va-vite. Tiens, je cherche des artistes, vous voulez m'aider? Ouais, mais je pense que c'est la bonne approche. Enfin, je pense Mhm. qu'ils doivent recevoir quand même des messages régulièrement. Et c'est vrai que quelqu'un Ah qui oui. aborde ça de façon, enfin, avec les souvenirs, avec ce Mhm. genre de choses, ça a quand même beaucoup plus de valeur qu'un copier-coller, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah écoute, enfin ouais, je trouve ça vraiment chouette de retrouver comme ça des gens qui ont bercé un petit peu ton enfance. Mhm. Le plus, je sais pas, le plus, comment dire? Quel est l'artiste entre guillemets le plus vieux, enfin de l'œuvre la plus vieille que tu as réussi à retrouver? Enfin, Bah là, on en a une qui est exposée qui date de 2009. Ça date. d'accord. euh, Ouais, moi, I Mother Earth. Moi, Mère Terre. 14 ans, donc ouais, c'est une œuvre qui avait été faite il y a 14 ans et dont tu as réussi à retrouver l'artiste pour pouvoir l'exposer et tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Euh, Oh bah écoute, c'est vraiment top. mhm. Euh, C'est pour ça, quel- dans le monde des NFT aujourd'hui, je me demande en fait s'il y en a qui se disent que l'art digital c'est récent. Ça existe depuis très très longtemps. C'est juste qu'avant on savait pas le monétiser, donc on n'en parlait pas beaucoup. Voilà. Je vais juste ouais, mettre le. Ouais. ouais, puis c'est vrai que c'était des images finalement, mais il n'y avait pas. Enfin, ouais, ça restait des images qu'on téléchargeait, qu'on mettait enfin, dans ces documents, qu'on conservait, qu'on mettait en background de son PC, histoire d'avoir d'un Oui, bon c'est ça, c'est fond ça. d'écran. On changeait de temps en temps. Je pense que la majorité ici sont un petit peu de la même génération. On a un petit peu tous fait ça, voilà, de Ouais, prendre des jolies images et puis de se les afficher de temps en temps. ouais, c'est vrai. Ouais. Maintenant on grandit, on se rend compte que ces artistes ont aussi besoin de vivre. Les NFT, c'est une super façon de le faire en fait. Il y a Patreon qui existe, vous le connaissez sûrement pour YouTube. Mais du coup, c'est sous système de souscription. Et moi, il y a des artistes que j'aime, mais de là à leur donner 5 € par mois, je sais pas, j'aimerais bien donner un truc fixe, tu vois, et je sais que j'ai soutenu l'artiste, mais j'ai pas besoin de penser à mon portefeuille qui va se vider tous les mois de 5 €. Et la NFT, je trouve que c'est un bon moyen de faire ça. Ça ouvre certaines portes. Tiens, bah, d'ailleurs, en parlant, bah, enfin, finalement, revenant sur les NFT, enfin, les collections, est-ce qu'il y a un système de royalties au niveau des NFT pour reverser une partie aux artistes? Ah Comment oui, ça se passe à ce niveau-là? Enfin, oui. C'est vrai que ça, c'est un gros avantage des NFT par rapport à l'art physique, c'est que effectivement, tant pour les œuvres physiques que pour enfin, les full size que les pocket size, oui, il y aura des royalties. Et donc c'est génial parce que du coup, ça veut dire que, enfin, idéalement, on veut que les gens gardent l'œuvre, mais si jamais il y a des spéculateurs qui passent derrière, vous avez le droit de spéculer hein, si vous voulez, bah, au moins on est sûr que ça bénéficie à l'artiste qui est derrière. Si on compare ça par exemple dans le monde physique, les cartes, bon, rien contre Magic the Gathering, mais quel que soit le nombre de cartes qui sont vendues et revendues, l'artiste il touche rien dessus quoi. Alors que la boîte si. Donc là, il est toujours gagnant. Ça c'est bien. c'est la magie de la blockchain qui permet de redistribuer, guillemets, en temps réel, aux artistes, finalement, un petit peu à tout le monde, hein. C'est ça, imaginons que I Mother Earth, dans 10 ans, il devienne super hype, parce que c'est une œuvre quand même intemporelle. Et ben, mon artiste, il pourra encore en profiter.
C'est ça qui est beau. Oui, bah enfin, ouais, à condition qu'il ait toujours accès à son wallet. Bah non, parce que du coup, là, il dépend de moi, de la boîte. Oui, oui. Voilà, faut juste que moi, je suis en vie. De la boîte. Ah, tiens, du coup, question un petit peu technique, comment ça se passe? Je sais pas si demain, par exemple, tu disparais, est-ce que vous avez mis en place des moyens techniques pour assurer on va dire, une continuité au niveau des wallets, au niveau de tout ça? C'est une très bonne question. Pour l'instant, il n'y a que moi qui ai mes mots de passe, mais je pourrais définitivement les donner à quelqu'un de mon équipe. Voilà, quasiment toutes les personnes de mon équipe, ouais. C'est vrai. Est-ce que vous, une deuxième question un petit peu encore technique, est-ce que vous avez prévu dans je sais pas moi, dans les mois qui arrivent, de faire des wallets, par exemple, multi-signatures, de faire ce genre de choses un petit peu pour protéger l'entreprise, pour protéger les œuvres? Je veux bien en apprendre plus. Tu peux me dire ce que c'est un wallet multisignature? Euh, en gros, on va dire pour faire simple, un wallet multi-signature, en fait, c'est un portefeuille. Par exemple, je sais pas, vous êtes 5 dans l'entreprise. Mhm, Et ton portefeuille, donc tu vas le créer. Et pour pouvoir transférer des fonds à une autre personne ou faire, on va dire, interagir avec la blockchain, il faudra la signature obligatoire de 3 personnes. Donc ça se fait à distance. Par mhm, exemple, tu vas lancer une transaction et tant qu'il n'y aura pas la signature des 2 autres personnes, mhm. au moins 2 autres personnes sur 5, enfin, qui est un total de 3 personnes sur 5, en fait, ta transaction, en gros, elle passe pas. Et l'avantage de ce type de portefeuille, euh, on va dire, c'est une sorte de sécurité. Par exemple, imaginons, je sais pas moi, demain, tu te fais braquer dans la rue et tu as ton wallet sur toi. On va Mhm. dire, euh, la personne peut te le vider, enfin voilà, sous la contrainte, mais peut arriver à te subtiliser tes cryptos. Ouais. Avec un wallet multisignature, si tu veux, même si tu te fais agresser pour tes cryptos, en fait, il faudrait que 2 autres personnes Mhm. signent également la transaction pour vider le portefeuille. Dire Ouais, c'est dans, intéressant, ouais. Vous c'est faites une, ça chez CryptoMask? alors chez Cryptomas, c'est un peu différent, étant donné que voilà, c'est Matt le fondateur. Après, on a chacun nos masques, tout ça. Mais par Mhm. exemple, un des projets récents là qui est sorti, Marmotoshi, donc c'est un projet un petit peu communautaire avec, voilà, je vais pas sans rentrer dans les détails, mais par exemple, on a un wallet Bitcoin où sont mis une partie des fonds. Et justement, ce wallet Bitcoin, il est multisignature. Et pour envoyer, que ce soit un Bitcoin ou zéro, enfin, Mhm. même une quantité infime, il faut au moins 2 signatures sur 3. En Mhm. gros, le fondateur du projet aujourd'hui, il peut pas partir avec les fonds étant donné qu'ils sont verrouillés dans ce wallet-là. Il faut au moins la signature de 2 personnes pour pouvoir sortir des fonds. Ah oui, oui, c'est intéressant. D'accord. Ok. Bon, c'était voilà la petite parenthèse, mais Non. honnêtement, ouais, c'est quelque chose à mettre. Je pense que ouais, c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir dans le cadre de ton entreprise, Mhm. avec les membres de ton équipe. C'est plus une mesure de sécurité. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que le domaine de la sécurité en crypto, il change tous les jours. Donc, Ah, c'est un ça, peu ça, difficile à ça va suivre. vite et puis ça peut, enfin, c'est dangereux. C'est vrai on peut tout perdre rapidement. Mm. Après, là, j'ai pas mon wallet sur mon téléphone. Il n'y a que mon ordi. Voilà. Mais ouais, je sais, je vois le truc. Voilà, bah, écoute, même plus tard, là c'était vraiment la petite parenthèse, mais voilà, même si plus tard tu as besoin, n'hésite pas à revenir vers moi ou même vers les cryptomasques et puis on pourra te Mhm. filer un coup de main pour mettre ça en place sans Ouais, aucun souci. ça marche, merci. Euh, enfin, si vous avez des questions au niveau du chat, j'ai vu passer pas mal de choses sur l'IA, ce genre de choses. N'hésitez pas à venir prendre la parole ou à mettre des questions, voilà, au niveau des textes. Ouais, j'ai vu Je, une petite question de Adèle sur si tu as devant les yeux un truc qui te plaît, peu importe l'outil utilisé, euh, c'est de l'art. C'est une très bonne question. Moi, au début, je pensais comme ça. Après, moi, j'ai vu des petits scandales qui sont passés sur Instagram. Je crois que c'est Philippe Pullman ou Ulrich. Et en gros, il a trouvé que quelqu'un avait généré des paysages, enfin, des œuvres qui ressemblaient très fortement aux siennes. Et la personne n'avait même pas forcément précisé dans le style de Philippe
Pullman. C'est Philippe Ulrich. Et donc, du coup, il l'a appelé au plagiat. Et le problème de la machine, et je ne sais pas à quel point elle fait ça, de vérifier à quel point ce qu'elle produit, c'est proche d'une autre œuvre. Donc moi, par exemple, dans le futur, je pense que si je veux intégrer les IA à ma collection, je ferai une recherche personnelle pour voir si ça ne correspond pas à des œuvres qui existent déjà. Voilà. Je pense que c'est assez difficile étant donné que ça va dépendre de la base de données qu'elle va utiliser, de ce qu'elle, enfin, entre guillemets, de ses connaissances. Et il suffit il suffit qu'elle soit alimentée beaucoup par un artiste en particulier. Finalement, je pense que derrière, pour s'inspirer du style qu'elle va sortir. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais pas publier un truc et après que l'artiste me fasse un procès pour plagiat, quoi. Ça serait bête. Bon, ça serait un petit peu dommage, surtout, on va dire, surtout venant d'une IA. En plus de ça, c'est difficile de prouver. C'est difficile. Si après les sites permettent de retrouver l'historique, mais ça reste difficile de prouver, pour peu qu'on ait pu l'historique, que ça vienne d'une IA. Ouais. Après, un appel à tous qui hésitent à faire l'IA ou le digital. Un artiste m'a rappelé récemment, ce qui est important aussi, c'est le voyage, c'est pas juste la destination. C'est de faire le processus de faire l'œuvre, c'est magnifique en soi. On est super content du résultat, mais toutes les étapes qui ont permis d'y arriver, c'est une belle expérience. Moi, je suis pas artiste visuel, mais j'écris un livre. Et j'avoue que demander à une IA d'écrire le livre pour moi, ok, mais j'aurais pas le même plaisir qu'à écrire moi-même chaque mot, imaginer toutes les répliques, de dire comment ça vient de moi. C'est pas le même plaisir non plus, je pense. Ouais, au niveau de l'écriture, ça manque encore, tout ce que j'ai vu, ça manque encore un peu de profondeur, l'IA, je trouve, à ce niveau-là. Autant au niveau graphique, bon, ça arrive à faire des choses qui s'inspirent vraiment de belles œuvres, de tout ça, mais niveau écriture, c'est pas encore. C'est ça, c'est son style, il n'y a pas que l'histoire. Déjà, il y a l'histoire, il y a le fond et la forme, quoi. Donc, arriver à être créatif sur les deux en tant que machine, ouais, je sais pas. Il y a Cryptomat qui fait une petite parenthèse, donc a priori, Kono Hime n'hésite pas à prendre la parole, donc apparemment, les IA respecteraient les copyrights au niveau des œuvres. Donc après, je sais pas comment ça se passe exactement. Est-ce qu'elles arrivent à s'inspirer, mais sans recopier réellement? C'est un sacré domaine. Salut. Ça dépend en fait de l'IA que tu utilises. D'accord. C'est pour ça qu'il y a plein d'artistes numériques, traditionnels, numériques, qui ont gueulé. C'est parce qu'en fait, l'IA en fait, est allée chercher dans une base de données qui était protégée donc, par copyright, genre Getty Images, tu vois, il y en a eu plein. Et le truc, c'est qu'ils s'en sont rendus compte notamment parce que parfois l'IA oubliait de supprimer Getty Images du rendu final. Donc, surtout, le vrai problème, c'est que tu dois payer un abonnement pour utiliser OpenAI, je crois, Midjourney, je ne sais plus. Donc, tu vas payer une entreprise pour payer ce service. Mais le problème, c'est que derrière, l'entreprise, elle ne va pas redistribuer les royalties tu vois, aux auteurs, en fait, dont l'image en fait, a été utilisée par l'IA. Le vrai problème aujourd'hui de l'IA, il est là. Le vrai problème éthique, parce que bon, au-delà de ça, l'aspect créatif, je veux dire même qu'est-ce que tu vas demander à l'IA. Je pense que c'est pour ça que les créatifs ont toujours du travail. Le client n'a pas d'idée. Donc, si tu n'as pas d'idée de base, tu vas pas avoir d'idée face à Google. Je veux dire, il va pas t'aider pour te dire je pense que je suis dans ta tête et voilà ce que tu aimerais pour ton produit. Non, en général, il sait pas. Du coup, comme il sait pas, il va demander à des créatifs, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que les artistes ils ont encore des jours devant eux. Mais par contre, pour cette histoire de rémunération, d'éthique vis-à-vis du copyright, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, je comprends que ça râle. Après, faut prendre ça d'un point de vue assez pragmatique. La techno, elle est là. Ça fait 40 ans qu'elle est construite. Bon, au bout d'un moment. Moi, j'apprécie un travail qui est fait à la main, tu vois, genre un travail au fusain, moi, ça m'impressionnera toujours. Par contre, effectivement, la peinture, ça me parle vachement moins, tu vois. Tu vois, s'il y a vraiment deux écoles, il y a les humains. Bon, oui, on peut faire une séparation, mais j'ai vu que l'IA était intégrée maintenant dans Photoshop.
où tu pouvais juste sélectionner une case. Et tu dis, bon, bah là, dans le style que j'ai utilisé de toute la compo, fais-moi apparaître un perroquet. Et boum. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on dit du coup? Enfin, je veux dire, c'est le créatif qui donne l'inspiration directement à l'IA, mais il utilise quand même une IA. T'as aucun moyen de découvrir si c'est lui, pas lui, si c'est sa main ou pas sa main. Mais au final, c'est quand même sa main qui a bien cliqué pour dire le truc. Donc, bon, c'est un grand débat. Mais moi, le débat qui me semble le plus, enfin, qui me concerne le plus en tout cas, ouais, c'est vraiment celui sur la répartition des royalties. Et si jamais il y a un artiste qui doit, enfin, son travail doit être valorisé, c'est du numérique. Aujourd'hui, on a les NFT pour ça. Donc, on a la blockchain pour ça. Là, si on veut un cas d'utilisation massif qui résout un vrai problème de confiance qu'on a vis-à-vis d'une techno, là, bon, on peut en imaginer d'autres après, hein, mais je trouve qu'on en a déjà une bien trouvée là. Voilà, c'est sur cette question de l'IA. Ouais, mais ouais, non, je pense que c'est très intéressant, pas d'un point de vue des artistes. Enfin, je vois difficilement d'autres solutions plus intéressantes finalement que on va dire la blockchain, la répartition des gains et ce genre de choses. Écoute, merci pour ton intervention. Du coup, tiens, petite question, justement, Cynthia, au niveau des artistes et au niveau de l'IA, puisqu'on est un peu dans le domaine, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler vraiment avec tes artistes, comment eux, ils perçoivent ça de leur côté? Est-ce que ça les affecte? Pas du tout? Si. Moi, j'ai un artiste, il a enlevé toutes ses images de son Instagram parce que il voulait absolument pas que l'IA les scrape. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça. Je sais pas si vous avez vu, il y a un gros mouvement sur ArtStation, qui est une grosse plateforme pour les artistes digitaux. Et il y en a beaucoup qui ont enlevé complètement toutes leurs œuvres et les ont remplacées par un symbole de No AI. Et maintenant, en ce moment, il y a une class action, donc un procès, je sais pas comment dire en français, un procès mis à l'égard de Midjourney, etc. De la part de tout un gros groupe d'artistes. Donc j'ai hâte de voir où ça va aller. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Ouais. J'en ai un artiste qui m'a dit que pourquoi pas, ça permet d'explorer des nouvelles idées. Voilà. Après, il se dirait pas artiste juste parce qu'il utilise l'IA. Mais en tout cas, pour trouver des idées, trouver ça sympa. Ouais. Je pense que ça peut permettre, de toute façon, dans chaque nouvelle technologie, tout ça, il y a toujours du bon et du mauvais. Et ça peut permettre peut-être de retrouver l'inspiration sur certaines choses, il n'y a pas que du mauvais. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai Thomas Duchek, j'ai fait des interviews avec eux. J'ai Thomas Duchek et Winterkeep qui, pour eux, ils projettaient des outils pour trouver des nouvelles idées. Par contre, David Demarais, il a carrément dit « Je déteste ça de tout mon cœur. Ça vole de l'art actuel pendant qu'ils se font des millions. Nous, les artistes, on n'a jamais demandé ça. Le voyage est meilleur que la destination. Pourquoi est-ce qu'on voudrait un générateur d'art en 1 seconde ?» Et il dit que l'art fait partie de l'ADN humain et que ça va tuer plein d'artistes dans plein de... Enfin, ça va tuer des jobs, quoi. Donc lui, il était assez virulent. Je pense que ça fait partie un petit peu de l'évolution, finalement, un petit peu comme tout. Hein. Les artistes, certains arriveront à s'adapter, d'autres vont évoluer. Mais oui, ça va se faire. Je pense que la blockchain va beaucoup aider justement à ce niveau-là pour permettre à tous ces artistes de continuer. Et justement, par rapport à de l'IA, par exemple, ils vont certainement prendre en valeur, étant donné que des artistes, on va dire, qui font des vraies choses physiques ou d'eux-mêmes, avec leurs émotions, leurs sentiments, ça sera peut-être un petit peu plus rare. Ouais, on va voir. Après, du coup, ça permettra peut-être de trier ceux qui transmettent vraiment une émotion versus ceux qui font juste des jolis dessins. C'est un petit peu ce qu'Adèle a dit. Il y a la sensibilité, l'originalité, la créativité de la personne. Bon, c'est vrai que l'artiste a la sienne, mais l'IA en tant qu'outil, si tu arrives, je pense que c'est pas évident, mais il faut arriver aussi peut-être à lui transmettre ce genre de choses. Est-ce que les deux vont arriver à cohabiter? Ça va être une grande question pour l'avenir. Après, j'ai vu quelqu'un d'autre qui disait, je trouvais ça intéressant, il disait on a besoin de l'intelligence artificielle pour nous aider à faire les courses,
à faire toutes les tâches vraiment ennuyantes pour qu'on ait le temps de faire de l'art, pas l'inverse. C'est pas faux, il a totalement raison. Ouais. Mais bon, j'attends encore de voir une intelligence artificielle qui va faire mes courses. Va falloir un peu de temps, à part le panier automatique. Mhm. Mais ouais, moi, je pense aux artistes fantasy qui travaillent dans le domaine des jeux vidéo. Les jeux vidéo, eux, ils s'en fichent que ce soit des vrais artistes, ils veulent juste des belles images. Donc, eux, je les vois très bien remplacer les artistes par des IA. Du coup, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont perdre leur boulot. Voilà. À penser. Ouais, oui. Enfin, ouais, je dirais que ça se discute. Enfin, je pense que ça va dépendre du résultat final un petit peu de ce qu'ils attendent. Mhm. Est-ce qu'ils arriveront à retranscrire vraiment ce qu'ils attendent ou pas? Moi, je pense que les artistes, voilà, dans ce domaine-là, ont encore, et puis j'espère, ont encore beaucoup d'avenir. Hein. Ça reste quand même un domaine qui est assez, je dirais, qui est quand même assez complexe. Si on demande, je sais pas, à une IA de dessiner un pot au milieu de la pelouse, bon, ça va aller, mais c'est vrai que le domaine de la fantaisie, de la féerie, c'est quand même, enfin, faut quand même avoir de l'imagination. Je pense que C'est vrai. ouais, c'est assez complexe. Mhm. C'est vrai que l'IA, il est limité par tout ce qu'il a vu. Il ne peut pas dessiner quelque chose qu'il n'a jamais vu, ni même penser à quelque chose de nouveau. Il va toujours s'inspirer de choses déjà existantes. Alors que nous, les humains, apparemment, on a quand même la capacité de penser à des choses qui sont jamais passées avant. Ouais, c'est ça. Et je pense que ce domaine-là, justement, c'est un domaine qui va toujours, ouais, qui va nécessiter de penser, d'imaginer que Mhm. justement l'IA ne peut pas forcément faire. Hein. Mhm. Mhm. Du coup, tiens, je vais poser. Il y a une petite chose qu'on avait un petit peu arrêtée. Je ne sais pas si Cryptomate nous entend, ça va être un petit peu pour lui d'ailleurs. Chez les masques, on va dire, on avait pour habitude régulièrement, quand les projets venaient, que ce soit un petit peu tout horizon, pas forcément que de l'art, de savoir si ça les intéressait de faire une collaboration sur un masque. Donc l'idée en fait de cette collaboration sur un masque, c'est qu'on donne un masque vierge au projet et le projet de l'autre côté, on va dire, il le customise, donc il fait avec les moyens du bord. Hein, si c'est pas une personne spécialisée dans le domaine, ben voilà, elle fait comme elle peut. Euh, une fois terminée, en fait, cette œuvre-là, donc on la récupère et elle est mise aux enchères donc sur une plateforme afin d'être vendue, dont les bénéfices sont reversés à une œuvre qui est sélectionnée par la communauté. Donc, généralement, enfin, c'est reversé à tout un tas de. J'ai plus les derniers noms. En gros, à des œuvres de charité. J'ai plus les derniers en tête, mais voilà, le but, Ah oui, c'est. des œuvres d'art, j'étais là. Ah oui, non, des œuvres de charité, ok. Ouais, c'est ça. Enfin, pour vraiment, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Est-ce que, bah, du coup, je te lance un petit peu, voilà, le truc. Est-ce que ça t'intéresserait voilà, de faire ça pour, bah, justement, pour l'art et pour Pourquoi tout ça? pas? Bah, Enfin, je après, peux convaincre un de mes artistes de le faire, du coup. Après, voilà, bah, c'est vraiment totalement libre. Hein. Ça peut être toi, on va dire, en tant que la fondatrice du projet, même si tu n'as peut-être pas forcément de talent artistique. Bah, tu vois, Nalik nous a mis le lien. Ça peut être, je sais pas, la collaboration même de un, deux ou plusieurs artistes. C'est vraiment totalement libre. Hein. Et D'accord. enfin, je veux dire, il y a aucune pression. Il y a pas de temps. Il y a pas tout ça. Hein. C'est vraiment sur la bonne volonté pour, on va dire, pour la bonne cause. D'accord. Ah oui, du coup, on n'est pas obligé de suivre un template. Il faut juste que c'est à peu près la forme de vos masques. C'est ça. Je pourrais te transmettre en fait le masque vierge, mais grosso modo, tout est blanc. Il y a juste la trame du masque et après, il est customisé vraiment euh, comme On veut, comme oui, ça comme un vous fait PNG. plaisir. Exactement. Le but, c'est que ça vienne, entre guillemets, ça vienne du projet en lui-même, qu'il se fasse plaisir et que, on va dire qu'on fasse une bonne action. Voilà, que Ok. la communauté fasse une bonne action. Ouais. D'accord. Et vous publiez où les charités à qui vous redonnez des sous? On a dans le Discord, en fait, on a
un channel où on va proposer par exemple cinq fondations. Les membres ensuite vont voter pour l'une d'entre elles, ça sera revoté et après Matt publie une preuve, on va dire une preuve de paiement. Une fois que la vente a eu lieu, que l'argent est récupéré, le don est fait et il republie la preuve. C'est intéressant. Ok. Sachant qu'après, en plus de ça, éventuellement, je sais pas moi, si tu as quelques œuvres qui te tiennent à cœur, tu peux éventuellement les proposer, comme ça on les ajoute à la liste et si c'est des choses artistiques, ça peut être aussi l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Mais des œuvres qui sont pas des masques alors? Non, quand je dis d'œuvres, des associations, ce genre de choses. Oui, d'accord, c'est plus clair. Oui, d'accord. D'accord. C'est intéressant, j'en prends note, puis j'en parlerai à mes artistes, soit ceux qui sont avec moi, soit les futurs. Non, écoute, n'hésite pas. Je sais pas si Matt, si tu es là, si tu veux rajouter quelque chose en tant que fondateur des Cryptomasques. Ou alors il s'est sauvé, il est en train de manger, il peut pas nous répondre. Moi, j'essaierai de le relancer. La ligue peut-être. Moi je viens de poster le salon en fait Collab for Charity dans lequel tu peux voir l'historique en fait des masques qui ont été vendus, la somme qui a été récoltée et à qui ça a été versé avec à chaque fois la preuve. Non, c'est bien. Donc voilà, le premier masque avait récolté par exemple 1620 € qui avait été versé à l'association Petit Frère des Pauvres. Le deuxième, l'Aristomas, 766 €, de nouveau. Je vois ça. Enfin, voilà, tu as tout l'historique. Sympa. Le but, voilà, c'est vraiment de faire ça pour la bonne cause, pour se faire plaisir et puis pour mettre un petit peu en avant le projet aussi. Enfin, ça fait toujours un petit peu, ça coûte rien et ça fait de la visibilité un petit peu pour le projet. Oui, tout à fait. Enfin, ça coûte l'artiste qui fait les choses derrière, tout, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, ça prend du temps. Voilà, ça coûte du temps. Non, c'est bien, ok, j'y penserai. Écoute, voilà, n'hésite pas, hein, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'enverrai la trame et puis on fait ça à l'occasion. Ouais, je l'ai vu dans le chat là. Nadi qui a bien travaillé. Du coup, pour en revenir au projet, quelles sont un petit peu tes ambitions pour le futur? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu voudrais que ça se déroule? Est-ce que tu vois quelque chose en particulier pour faire évoluer tout ça? Le futur, genre à quelle échéance? On dit déjà les 2 prochaines années, je pense que ça sera pas mal à la vitesse où ça évolue. Ouais, c'est bien. Alors dans 2 ans, comme vous avez déjà vu, on commence déjà à faire le tour du monde, donc que Farion soit connu internationalement, dans le monde des NFT, dans le monde de l'art. J'adorerais entendre genre 1 ou 2 livres, par exemple, qui sont sortis par des gens qui ont été inspirés par nos collections, ou peut-être une nouvelle série télé, on ne sait jamais. Peut-être on aura aussi des galeries physiques dédiées. Début, quand j'ai commencé le projet, j'étais là, faut que j'aille louer un local à Paris et tout. Je me rends compte, en fait, non, j'en sais rien. Si les gens qui aiment la fantasy sont tous à Paris, il y en a partout dans le monde. Donc, mais pourquoi pas, une fois qu'on a assez développé, trouver là où sont les gens et faire des expositions physiques permanentes. On peut aussi financer des retraites d'artistes, faire toutes les choses qu'une galerie d'art fait habituellement. Ouais, voilà. Quelqu'un aussi m'a proposé, tiens, on pourrait faire aussi un système de mentorat entre artistes, plus expérimenté. Parce qu'il y a des cours en ligne qui existent, mais du coup, faire un truc plutôt one-on-one. Parce que la force de Farion, ça sera son nombre d'artistes qui font partie du projet. Et on aura aussi également des concours d'art réguliers. Il y en aura déjà cette année, mais je veux que ça continue. De l'art visuel, de l'art d'écriture, mais toujours dans la fantaisie. Ça part aussi, cette idée-là des concours d'art, ça part aussi d'un fait que moi j'ai déjà participé à des concours de nouvelles, de synopsis, mais le truc c'est quand vous faites une œuvre fantasy, c'est très compliqué sur une nouvelle par exemple, c'est très compliqué de faire passer tout un univers quand on comparé aux gens qui font des œuvres plus normales dans le monde réel, parce qu'il y a tout un univers derrière à parler, et pas tout le monde a la patience de lire comment se passe l'univers et tout. Donc, quand on regarde le résultat final, on a l'impression que c'est un peu injuste la façon dont a été
Enfin, on aimerait bien avoir du mentorat de quelqu'un qui travaille spécialement là-dedans. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est très rare. Donc voilà, je veux vraiment donner cet espace à la fantaisie en général. Et puis après, moi, je suis ouverte toujours à les idées, de la part de la communauté, des artistes. On peut faire beaucoup de choses ensemble. D'accord. Pas mal, ouais, finalement, pas mal de choses quand même en tête de prévu. Et puis, ouais, puis toujours que ça se développe petit à petit. C'est ça. Et puis comme je l'ai déjà dit ailleurs, non, on ne promet pas de jeux vidéo ni de métaverse. Non, mais ouais, je l'ai dit à je sais plus qui, j'ai dû le dire hier. Enfin, ça fait plaisir de voir. Enfin, c'est pas grand-chose, mais ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de truc dans certains projets où finalement on retrouve pas les fausses promesses avec plein d'accès exclusifs, le métaverse qui va bien, les jeux, enfin voilà, Oui. on va dire l'enrobage habituel. C'est très très rare de voir ce genre de choses et honnêtement, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il n'y a pas, voilà, on ne vend pas du rêve à ce niveau-là. Non, c'est clair. Puis moi, je vois bien les jeux vidéo que je préfère. C'est pas une équipe de 6 personnes qui les fait. Hein. C'est une équipe d'une centaine de personnes qui travaillent dessus. C'est récemment que j'ai commencé à regarder les génériques de fin de jeux vidéo. Et je suis vraiment impressionnée, quoi. Mais si tu veux vraiment faire un truc de qualité, il faut beaucoup de gens. C'est pas juste une équipe de 5-10 personnes qui va faire le truc. Ah bah enfin ouais, c'est un domaine qui est quand même assez particulier. Hein. Si on veut rentrer dans le détail, enfin, faut des compétences bien précises, faut du matériel, faut du temps, et c'est vrai que c'est pas le même rendu. Hein. Non, c'est clair. Et en fait, je pense que là où les cryptos ont mis un peu les gens dans l'erreur, c'est que pour les gens, c'était une nouvelle source d'investissement, peut-être plus accessible que la bourse. Mais du coup, les gens, ils n'ont pas fait leur recherche. Enfin, un premier truc qu'on fait en bourse, c'est regarder qui est l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, etc. Des choses. Mais généralement, les gens qui sont en bourse, c'est déjà des entreprises établies. Donc, on peut regarder. La crypto, le projet crypto, il n'y a rien en général dès le début. Donc, on fait un peu. On parie sur le fait que ça va marcher ou pas. Et il n'y a pas d'école aujourd'hui, il n'y a pas de cours de business qui disent comment évaluer un projet crypto. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur ce niveau-là. On est aux prémices un petit peu du système, et enfin, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'il y a une étude là qui est sortie hier ou avant-hier, je crois que c'est sur Bybit par exemple, qui mettait en avant le fait que il y ait, si je dis pas de bêtises, il y a au moins 60% des Américains. Enfin, je pense que c'est global, hein, on parle des Américains, mais je pense que c'est mondial, qui achètent finalement des cryptos sans même savoir ce qu'ils achètent et pourquoi, juste parce que le logo doit certainement leur plaire ou ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que on rend compte, on essaie de rendre le fait d'acheter des cryptos de plus en plus facile. Je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Ah, en fait, c'est le problème après derrière des gens, c'est qu'ils vont, ils vont acheter des choses sans savoir ce qu'il y a derrière. Après, je sais pas, est-ce que si on rendait l'accès à la bourse, par exemple, plus facile, est-ce que les gens achèteraient n'importe quelle action parce que voilà, c'est parce que ça a l'air cool, le nom a l'air sympa. Les actions, il n'y a pas de logo, donc ça marche moins bien. Ouais, après les gens, ils surfent sur ce qu'ils lisent, quoi. Ils font ce que les autres leur disent et ils font pas leurs propres recherches. Enfin, même moi, j'en suis coupable des fois. Voilà. Je sais pas ce qu'on a en France comme plateforme pour la bourse. Moi, j'étais aux États-Unis, donc il y avait Robinhood. Mm-hmm. Ouais, je les ai vus, les gros pumps de gens sur GameStop et tout. Ouais, non, je pense que c'est un monde particulier. Enfin, c'est vrai que l'on dérive un peu, mais combien de personnes ont acheté des cryptos finalement avant d'acheter des actions en bourse? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Ouais, je sais pas comment c'était en France, mais aux États-Unis, par exemple, aussi, ils ont donné 1000 ou 2000 euros à tout le monde pendant la pandémie. Bon, ce qui en France est pas grand-chose, mais pour les États-Unis, comme il n'y a pas d'aide sociale, c'était beaucoup. Et donc, il y en a beaucoup qui les ont investis dans les cryptos, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Le stimulus, comment c'est? Stimulus check, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et bon, pour moi, c'est des gens qui reçoivent ça parce qu'ils sont dans le besoin, quoi, mais ils l'ont mis dans la crypto. Ouais, de mémoire, à l'époque où ça s'est passé, du coup, normalement, ils sont dans le positif. C'est déjà une bonne chose. Oui, heureusement. Mais du coup, c'est aussi cette époque-là que la bourse elle a commencé à monter parce que, enfin, non, elle a baissé, mais après, elle a remonté progressivement parce que les gens ils investissaient dedans.
Voilà. Et maintenant, c'est la crise, c'est l'inflation. Allez, ouais. Donc, ouais. On va faire avec. Enfin, Euh, comme dit, c'est comme ça on essaye de. Plutôt que les gens investissent un peu dans tout n'importe quoi, maintenant ils font plus attention et c'est bien, comme vous faites, d'évaluer les projets qui est derrière, c'est quoi qu'ils veulent faire. Ça invite les gens à plus de prudence, c'est bien. Ouais, puis c'est pareil, ce type d'amas, justement, c'est un petit peu pour démocratiser tout ça, que les gens, justement, que ce soit Faerian ou d'autres projets, ils arrivent un petit peu à percevoir la plus-value que ça apporte, et ainsi de suite. Et puis, justement, et puis, finalement, qu'ils fassent aussi leur propre avis sur tel ou tel projet. Hein. Mhm. Ouais, tout à fait. Je me souviens quand j'ai commencé mon projet là, de Faerian, j'ai un artiste, il m'a dit « Ah, mais j'ai déjà signé avec une autre galerie, c'est pas grave. » J'ai dit « Je sais pas, envoie-moi le lien. » Ça s'appelait Alpha Empower NFT. Et en gros, j'ai lu tout le site. Il y avait genre 30 pages d'explications sur son projet. Tellement il était mal fichu, il n'avait pas à résumer. Et dans ses promesses, il promettait à tout le monde que chaque membre de sa communauté deviendrait millionnaire et qu'à la fin, ils arriveraient à acheter une île dans les Caraïbes. Il l'avait déjà sélectionnée, il avait trouvé qu'elle était en vente. Et le mec était super fier. Et quand j'ai regardé son équipe, qu'est-ce qu'il y avait? Il disait, là, regardez, c'est moi, c'est ma photo. Je travaille 20 heures par jour sur ce projet. Là, mon équipe, voilà, une équipe d'Indiens que j'ai embauché en Inde pour faire le développement. Des filles jolies qu'on prendra en mannequin pour les photos pendant les événements physiques. Et c'était triste, en fait. C'était triste. Mais il y croyait, quoi. Il y croyait. Il a disparu. Le site n'existe plus. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est pas étonnant. Enfin, à partir du moment où on commence à viser certains rendements, ce genre de choses, à promettre les merveilles, en général, ça se finit rarement bien. Enfin, j'ai rarement vu des projets. C'est ça. C'est vrai que c'est tentant. Moi aussi, je veux devenir millionnaire. Hein, mais si quelqu'un me le promet, je me pose des questions. Non, vaut mieux que ça se fasse avec le temps parce que la qualité est là plutôt que d'essayer. De dire qu'on a donné de la valeur aux gens, c'est ça qui est important. Oui, les faire rêver. Tiens, du coup, petite question, finalement, pour rester un petit peu dans ce thème-là, est-ce que tu as prévu de faire, je sais pas, un token ou ce genre de choses ou vraiment pas du tout? Je suis ouverte aux idées, il faudrait venir en discuter ensemble. Plus, je veux dire, la Faerian n'a pas prévu de sortir une petite crypto-monnaie, je sais pas moi, pour les utilisateurs via un airdrop, ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment pour rester un petit peu dans le thème. Ouais, c'est pas prévu officiellement. Déjà, d'une part, je saurais même pas comment expliquer à mes artistes qu'est-ce que c'est. Mais si vous trouvez des utilités et tout, moi je suis ravie. S'il y en a qui aiment le projet, qui veulent développer ce genre d'initiative, on peut en discuter. D'accord. Bon, là, c'était vraiment une question. Il y a beaucoup, si tu veux, je pose la question parce que tu as beaucoup je dirais pas forcément de galeries d'art, mais peut-être un peu de galeries d'art qui vont sortir leur token, un token, voilà, je sais pas, le FAE, Faerian, et qui vont servir de ce token pour vendre les NFT ou vendre les choses de la boutique. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée, si ça fonctionne, mais je sais qu'il y a pas mal, il y a pas mal de projets qui font ça. Bon, après, c'était vraiment la petite parenthèse pour la curiosité. Oui, c'est possible. Après, quand moi j'essaie de targeter tous les gens qui aiment la fantasy, si je fais un système comme ça, il faut que j'arrive à l'expliquer très simplement aux personnes qui veulent acheter. Déjà, là, je vais faire des tutoriels pour expliquer. Je connais plein de gens qui aiment la fantasy, qui connaissent pas les NFT, mais qui veulent en acheter un sur ma galerie quand la collection va sortir. Pour eux, déjà, je vais tout leur expliquer comment ça marche. Donc, s'il y a un truc en plus de tokens, c'est un autre niveau. Donc, il faut vraiment que c'est une grosse utilité pour que je sorte, je pense. Tiens, du coup, encore une question à ce niveau-là. Au niveau des gens, enfin, je sais pas, de ta communauté fantasy, est-ce que tu saurais nous donner à peu près un pourcentage approximatif des gens finalement qui sont dans la crypto, qui connaissaient déjà et finalement ceux qui découvrent un petit peu ça grâce à cet univers? Alors, en vrai, on peut dire que j'ai deux types de communautés. J'ai ma communauté Instagram, ma communauté Twitter. Sur Instagram, je dirais peut-être 5% c'est quoi les NFT ils l'utilisent. Parce qu'à la base, j'ai pas parlé des NFT beaucoup. J'ai parlé de fantasy, de choses comme ça. Donc, comme ça que j'ai réussi à rassembler les gens.
Et sur Twitter, par contre, là, j'ai aucun problème à parler de NFT. Donc, c'est 50-50. Mais là, pour le projet, il marche. J'ai besoin de personnes qui comprennent les NFT un petit peu et qui aiment la fantasy. Ce qui n'est pas facile à trouver. Pour ça, pour chercher des influenceurs et tout, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas d'influenceurs fantasy NFT, ça n'existe pas. Ouais, oui, j'en ai pas vu beaucoup jusqu'à maintenant, à part vraiment aller vers des personnes qui sont un petit peu des artistes ou vraiment dans le monde des NFT. Enfin, je pense que c'est pas évident aussi de trouver des personnes légitimes dans le monde des NFT. Il y en a beaucoup qui les achètent pour les revendre derrière pour en tirer profit. Et, Konohime fait partie là des gens quand même dans le domaine. Adèle est plus artiste, Miss. Alors, elle n'est pas parmi nous, mais on a quelques artistes dans la communauté. Mais c'est vrai que des personnes, entre guillemets, expertes dans ce domaine-là, qui ont une connaissance, c'est purement NFT, c'est quand même assez rare. Donc, c'était une des principales difficultés du projet, c'était comment trouver les gens qui aiment la fantasy et les NFT. Je me suis rendu compte, en fait, il faut juste aller vers les gens qui aiment la NFT et on verra bien ceux à qui ce type d'art il parle. Voilà. C'est assez particulier. Et comment t'expliques à ta communauté, on va dire non NFT, qui découvre un petit peu la crypto, comment tu leur expliques un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un NFT? Enfin, je sais pas, comment tu arrives à leur transmettre un petit peu tout ça? Alors, j'avais essayé ça au début en septembre, mais j'avais pas beaucoup de likes sur ces publications, donc j'ai arrêté. Ça parlait pas trop. Je faisais des conversations entre, je sais pas, une fille qui demandait à son père, tiens papa, je sais que tu travailles dans un NFT, moi aussi je vais construire ma collection, comment ça marche? Puis j'ai fait un petit storytelling autour de ça. Je trouvais ça instructif, mais ça parlait pas trop aux gens sur Insta, donc j'ai arrêté. Après là, si je dois l'expliquer à quelqu'un, je lui dis que c'est une façon de rémunérer l'artiste et de les aider. Donc c'est comme ça que je dis. Ensuite, puis c'est une œuvre d'art qu'en fait vous pouvez avoir chez vous. Ça aussi c'est super important. C'est pas juste les NFT, il y a tellement d'utilities qui peuvent être associées. Ça peut être un membership pass, ça peut être une loyalty card, ça peut être une œuvre d'art. Là, ce qu'on propose, c'est un mix de tout. Donc c'est vraiment un nouveau concept et faut l'expliquer un par un. En général, je peux faire une page qui explique, mais en général, le fait de parler one-on-one aux gens, c'est ce qui parle le mieux pour l'instant. C'est pas interprété de la même façon. Enfin, puis il faut que la personne elle ait envie. Quand on explique à une personne, c'est toujours plus simple de faire passer des choses que quand elle est en train de lire, ou finalement, si elle n'a pas trop envie, elle va zapper un peu et puis elle va passer à autre chose. C'est ça. Après, moi, ce que j'ai mis en place, j'ai une boutique de produits dérivés et d'impression. Et ça, toute personne qui aime la fantasy ou les œuvres, même si elle n'a pas envie de toucher au crypto, elle peut aller dessus. Du coup, c'est le côté un peu traditionnel qui est présent. Tu fais bien d'en parler au niveau de la boutique. Donc, je pense que premièrement, c'est payable tout ce qui va être carte bancaire, certainement par simplicité. Et est-ce que tu as prévu des paiements en crypto ou ce genre de choses ou c'est un peu compliqué là tout de suite? Non, alors la boutique, elle est sur Fine Art America. C'est pas moi qui l'héberge. Donc, c'est que du normal, que du paiement en dollars ou en euros, ouais. Et du coup, est-ce que tu as prévu de faire quelque chose pour les fans de crypto ou est-ce que tu as prévu quelque chose à ce niveau-là? Alors, je sais qu'il y en a qui font des collections NFT. Ils ont de la merch spécialisée pour ceux qui ont les NFT. À voir. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui plaît aux gens. Quel type de merch ils aimeraient avoir? Est-ce que c'est des impressions qui vous intéressent? Est-ce que c'est des habits? On peut faire des habits avec des œuvres d'art aujourd'hui. J'ai trouvé plein de ressources, super cool. Moi, je suis ouverte. J'ai pas encore mis ça en place. D'accord. Les masques, qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à ce qu'elle vient de dire? Je sais pas, des casquettes, des pulls. Dans le chat, le lien à la boutique, c'est pas pour faire de la pub, mais vous voyez. Non, mais tu fais bien. Ouais. Au contraire, si tu as des liens à faire passer. Si vous voulez l'utiliser en tant qu'artiste, c'est une super plateforme. Après, elle est plus aux États-Unis. Sinon, je vous recommande Contrado qui est au Royaume-Uni. Ça, je l'ai pas encore utilisé, mais ils font aussi des trucs de très bonne qualité. D'accord. Ouais. Ça peut servir.
Non, mais je pense que c'est toujours bon à prendre, surtout pour nos quelques artistes comme Adèle qui pourraient matérialiser ses flocons ou bien d'autres. Bah ouais, enfin, moi je fais rarement du shopping et là pour l'instant, par exemple, un legging que j'ai, c'est le studio Ghibli qui est dessus. On voit les petits Kodama et tout, No Face. Et c'est très rare de trouver des, des habits qui proposent ça. Donc, D'accord. c'est une autre idée de projet, une ligne de vêtements aériens. Pourquoi pas, Engouement de la communauté. enfin, je veux dire, il n'y a aucune limite. Hein. Après, faut arriver à tout gérer. C'est ça le plus difficile, mais au moins. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important que la communauté grandisse, je peux recruter plus de gens et on peut diviser un petit peu tous ces projets à tout le monde. Du coup, il y a deux questions qui viennent te tomber. Adèle qui fait référence, par exemple, aux droits, aux licences commerciales au niveau justement des vêtements. Ah, alors moi, ils m'ont donné le droit de faire des produits dérivés de leurs œuvres, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous achetez le NFT de l'œuvre, vous n'avez pas ce droit-là. Si vous voulez l'avoir, il faut négocier avec l'artiste. Ok. Ouais. Du coup, autre question de Konohime, est-ce que les wearables pour les avatars dans les mondes virtuels, les métavers, est quelque chose que tu as imaginé peut-être dans un futur plus ou moins lointain? Pourquoi pas? Encore une fois, pour ça, il faut des gens, des ressources dédiées. Si c'est un projet qui vous intéresse, on peut collaborer. Relire ce qui est marqué. Ouais, je dirais, je sais pas moi, des trucs comme The Sandbox, je sais pas, la personne qui veut, je sais pas moi, avoir un t-shirt customisé Fairyon avec une œuvre, c'est quelque chose de jouable, même s'il le matérialise lui-même. Est-ce que oui. Enfin, j'ai pas de personne pour le faire pour moi. Faudrait que je paye quelqu'un pour le faire. Après peut-être, ça. On vous dit, s'il y a de la demande, on peut mettre ça en place. Ouais. On en revient peut-être, si la personne le fait faire ou quoi, on en revient peut-être au niveau des licences commerciales où il faudrait peut-être le droit en vous demandant un accord. Ah oui, tout à fait. Oui. Ok. Il faudra expliquer à mes artistes c'est quoi un avatar. Un avatar dans un métavers dans Sandbox, The Sandbox. Bon, s'ils ont un peu de mal avec la crypto, bonne chance. C'est ça. Je me charge de cette communication, mais voilà, ça prend un peu de temps. Ouais. Il nous a mis, Konohime, il nous a mis un petit peu une photo. Après, je pense que ça doit s'importer assez facilement comme un print finalement, pas sur le dos de la veste ou ce genre de choses. Ouais, non, c'est sympa, c'est une bonne idée. Si vous connaissez des gens qui travaillent dedans, vous pouvez me les rediriger. Toujours ravi d'avoir des contacts supplémentaires. Je fais pas de 3D, malheureusement. Konohime, je pense que tu auras des choses à lui envoyer. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on est pas mal. Si vous avez des questions à poser, toujours au niveau du chat ou en vocal, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Est-ce que tu veux nous parler du petit giveaway qu'on va faire, nous donner quelques détails? Oui, alors ce qu'on vous propose, du coup, on va vous donner quelques questions. Et si vous répondez correctement, vous pouvez gagner jusqu'à 5 rôles de Expedition Leader. Donc, on se met vraiment à la place des NFT. Donc, c'est un niveau de whitelisting qui vous permet d'accéder non seulement un jour en avance aux préventes de la collection de 999 NFT à venir, mais en plus, vous pouvez choisir dès aujourd'hui l'œuvre que vous voulez. Pour être sûr que, comme elles sont d'édition limitée, vous êtes sûr que ça va aller à vous. Et en plus, il y a les œuvres qu'on propose, il y a différents types de rareté. Il y a des cartes qui sont ultra rares, en 11 éditions, d'autres qui sont rares en 22 éditions, je crois, et normales en 72, et on a les twins qui sont en 66 éditions. Et donc ça, c'est important de le savoir, parce que du coup, elles ont des prix différents qui varient, et en plus de ça, il y a un autre niveau de rareté, c'est que certaines cartes, elles vont avoir... Donc on a une portion de l'œuvre dessus, avec Voyageur de Fairyon dessus, qui est écrit, et en plus il peut y avoir un petit joyau qui symbolise la présence d'un pouvoir sur la carte.
Et ce pouvoir, c'est pas, encore une fois, on ne fait pas un jeu de société ou un jeu de métaverse, mais c'est un pouvoir qui est destiné à vous inspirer dans la vie de tous les jours. Que pour moi, la fantasy, c'est vraiment un outil pour inspirer les gens dans la vie de tous les jours. Donc, si vous voulez que votre carte, je sais pas, elle vous inspire la paix, le courage, etc., ben ça, on peut le mettre dans le trait de NFT. Vous me dites et on le fait. Et du coup, vous êtes sûr que c'est votre carte à vous avec votre pouvoir que vous avez choisi. Voilà, donc on propose 5 places comme ça. C'était assez clair ? Moi, c'était assez clair. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le lire. Du coup, pour le NFT, ça fait un NFT qui est un petit peu customisé par rapport, finalement, par rapport aux autres. C'est ça, il est un petit peu customisé. Et d'ailleurs, si jamais vous ne gagnez pas le giveaway, si vous venez sur notre Discord et que vous participez aux animations qu'on a mis en place, vous dites bonjour, on a des petits jeux, etc. Vous pouvez aussi gagner ce rôle-là. Mon but, c'est que s'il y a vraiment une œuvre qui vous parle, que vous ayez une chance de pouvoir l'avoir. Voilà. Ok. Et je suis en train de dire le chat. Ouais, on va refaire la main, elle est depuis le début. Est-ce que tu veux nous faire une comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. Attends, je reviens. Une énigme. Est-ce que tu veux nous faire une énigme ou est-ce que tu veux faire ça sous forme de questions? On peut prendre les questions qu'on avait préparées. Ouais. Ouais. Ah, ben écoute, je vais poster la première question. Et comme d'habitude, ça va être celui qui est le plus rapide qui remporte la partie. Donc, il y aura 5 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oh non, ça va pas être aussi simple. Hein. Allez, attention. On va voir s'ils ont écouté parce que là, pour le coup, c'est facile. Naïlik, il était chaud. La prochaine fois, je vais attendre qu'il finisse juste son mot pour taper. Bon, Naïlik disqualifié. Hein. Allez, Naïlik, t'as le premier. Bravo. Tac. Deuxième question. Fasse gaffe parce que j'ai noté les réponses à côté. Attention, vous êtes prêts? Naïlik, est-ce que t'es prêt? Hop. Bravo. Bravo, là, honnêtement, bravo, t'as bien. Adèle, toujours en deuxième position. C'est dommage, t'avais 2 fois les deux réponses. Je noterai à la fin les. Je reprendrai les tags de chacun. Il n'a pas tout à fait tort parce que à la fin des 999 NFT qui seront vendus, il y aura un secret artist reveal. Donc il y aura un secret artiste. Ouais. Mais bon, on peut le donner à petite Adèle, petite Mathilde. D'accord. Ouais, mais je l'avais pas vu le 7e. Non, t'as pas gagné, Cryptop, t'es arrivé à la fin, c'est trop tard. Hop. Et troisième question, alors pour le coup, il va falloir être rapide parce que je crois qu'on n'a pas forcément abordé ça. Vous êtes prêts? Hop. Il va falloir être rapide et aller chercher, non? Pas de bol. Ah oui. Donnez en dollars là parce qu'on s'en retrouve plus. Ouais, mais là, il marque le prix en Ether, là. Enfin, pour la plupart. Oh, bravo. Alors là, bravo Konohime. Alors, je ne sais pas si tu avais regardé la collection la veille ou pas, mais pour être aussi précis. Bon, par contre, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était pas $300? Non, je sais plus, je dis peut-être une bêtise. Ouais, j'y réfléchis, mais on va rester à 200, ça va. Après, si tu veux l'acheter à $300, je te le mets à $300, Kripna, mais pas de souci. Il est généreux. Vous pouvez l'acheter à 200 et le revendre à 300 si vous voulez. Ouais. Bon, honnêtement, après, vu la quantité d'œuvres, c'est des choses. Enfin, si les artistes après possèdent une certaine notoriété avec le temps, tout ça. C'est des choses qui. Ouais, c'est ça. Généralement,
au début, une collection n'est pas forcément vendue très cher et elle prend de la valeur avec le temps, au fur et à mesure qu'on parle d'elle et ainsi de suite, hein. C'est ça. D'ici peut-être une dizaine d'années, ça sera peut-être aussi cher que les CryptoPunks, hein. Allons savoir. Après, il y a un truc qui me perturbe toujours quand j'entends ça, c'est pour moi, ces artistes sont là depuis 30 ans dans leur milieu. C'est juste que, comme ils ont un portfolio qui date, comme David Desmarais, d'il y a 30 ans. C'est juste qu'ils n'ont jamais utilisé les NFT et tout. Donc, et ils ont, même quand je leur demande, mais publiez dans votre newsletter sur Ferrien, ils disent j'ai pas de newsletter. Ouais, mais Donc, ils sont connus, mais ils savent même pas comment faire leur propre marketing. Et ouais. tiens, je pose une question en parallèle. Comment ils vivent en fait ces artistes-là? Est-ce que, on va dire, ils produisent donc des œuvres sur Internet, peut-être pour partager, mais je sais pas, est-ce qu'ils travaillent dans des studios de jeux vidéo ou finalement est-ce qu'ils arrivent à vivre de leurs œuvres? Tout à fait. Donc les artistes. L'année dernière, j'avais interviewé plusieurs artistes avant de commencer à signer. Oui, le constat, c'est ça. C'est généralement, ils travaillent pour des sociétés d'illustration de livres, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des jeux de société. Donc, c'est toujours pour une entreprise en soi. Il y a un but derrière. Après, Winterkeep, par exemple, toutes les œuvres qu'il a, de ce que j'ai compris, c'est un hobby pour lui. Et à côté, il fait un boulot à temps plein, très manuel, qui n'a rien à voir. D'accord. Voilà. C'est un hobby. Il y en a pour qui c'est un hobby, il y en a qui vivent de ça, mais c'est quand même compliqué. C'est peut-être que les NFT, justement, avec le temps, vont réussir à démocratiser un peu cet Ouais, aspect. j'espère vraiment. Ouais. Ok, écoute, merci pour la parenthèse. Donc, on va passer à la 4e question. C'est pareil, question pas forcément évidente. Faudra bien avoir écouté. Est-ce que vous êtes prêts? Naïlik. Voilà. Hop. Ouh, ça c'est difficile. Oh. Allez, Conosi Crypto. Les plus précis. Alors, allez, en plus de ça, petite Mathie, elle a gagné. Light. Ouais, non, mais Conazi, ouais. Puis Conazi. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Et ben, je note. Hop, je vais noter Conazi. Faudra éviter peut-être de quitter le Discord. Parce que je sais que Conazi, je crois que je l'avais pas forcément vu. Faudra pas quitter le Discord trop vite, histoire que je garde quand même tes coordonnées. N'hésitez pas à même m'envoyer un message en DM pour ceux qui sont pas forcément habituellement sur le Discord, pour pas que ça se perde. Et ben du coup, bravo à toi. Je vais passer à la dernière question. Toc. Dernière question, ça va être la plus difficile. Si vous n'avez pas écouté, vous êtes cuit. J'hésite. J'hésite à. Je vais peut-être poser la question 6, celle qui était en bonus. Elle est plus subtile. Hop. Je vais poser finalement la dernière question. Bon, tu peux poser les deux, ça va. Les deux en même temps, non? Non, une après l'autre, ça va. Je pose la 5. Hop. Ouais. Eh ben, écoute, alors on repart sur la 5. On va peut-être. Comment je vais faire plus subtil. Vous êtes prêts? Il va y avoir en plus de ça du calcul mental. Allez. Oh. Dommage, Cripnap, t'étais pas loin. T'aurais pas posté ton message, ça aurait été bon. C'est Conazi. Ouais, alors peut-être une autre question pour voir s'ils ont compris. Parce que Conazi, du coup, c'est pas grave, Conazi, tu peux en demander deux, mais combien. Attends, je vais l'écrire. Combien y a-t-il d'œuvres dans la collection?
Ah ah. Ouh. Attention, des œuvres, pas des NFT. C'est pas pareil. Eh oui. Mais... Oh, non. Non, pas plus 10. En plus, c'est vrai qu'on l'a dit, on l'a dit rapidement. Il faut regarder sur le site. Oui, là, ça bug, là, ça bug. Alors, si vous êtes rapide, vous pouvez même aller voir sur le site, ça doit être indiqué. Ah oui, je suis inquiet. Ah, bravo Adèle. Ah, enfin une qui suit quand même. Hein. Un grand bravo à Adèle parce que depuis tout à l'heure, elle est tout le temps en deuxième position, quasiment à chaque fois. Et là... Non, c'est parce que Loulou, elle n'a pas trop cherché. Eh ben, écoute, bravo Adèle. Bravo, bravo. Avec... Hop, je note le pseudo aussi. Et la dernière question, celle-là, c'est pareil, elle n'est pas évidente. Et en plus, on l'a pas mentionné ce soir. Donc, il faut avoir suivi un petit peu l'actualité. Attention. Ouh. Ah, pas encore. Ça, c'est ceux qui suivent. Je vais donner un indice, c'est ceux qui suivent Twitter. Ouais. Si vous avez suivi Twitter. Ou sur notre Discord, si vous y allez dessus. Vous le verrez aussi. Twitter, bah oui, bien sûr. Ouais, bah, justement, enfin, c'est sur Twitter que je l'ai vu passer. Elon, ah ouais, oh là là, le partenariat de ouf. Je sais pas si c'est un bon plan, Elon. Lui, il chercherait vraiment à faire de l'argent. Il serait peut-être pas intéressé par l'art. Non, il mettrait nos œuvres d'art dans ses fusées, là, dans ses satellites. Oui. Il les enverrait sur la Lune. Bah oui, et puis ils veulent pas voyager, ils sont bloqués dans leur fusée, alors. Attends, regardez. Oh. Ah, Naïlik, bravo. Bravo, Naïlik. Tac. Ou alors, du coup, Naïlik a gagné 2 fois, si je dis pas de bêtises. Hein. Eh bah oui, Ouais, du coup, tu peux poser une deuxième question. Je remets en jeu le deuxième. Tu veux en reposer une? Bah écoute, je te laisse, Cynthia, je te laisse choisir une question. Une question assez vicieuse, hein, qui ne trouve pas tout de suite. C'est une question très précise dont on n'a pas parlé dans Discord, donc il faut regarder sur le site, sur la page. Ouais, c'est bien, ça les fait chercher un petit peu. Combien y a-t-il d'œuvres Twin dans la collection? Et je parle des œuvres, pas du nombre de NFT. Cryptnab. Oh. Bravo. Ouais, mais il a triché. Est-ce que vous savez quel est le... Ah, ça c'est plus général, c'est difficile de l'écrire. Est-ce que vous savez c'est quoi leur pouvoir? Pourquoi il y a des twin artworks? Je sais pas si quelqu'un a relevé ça. Ça y est, je crois qu'on les a tous perdus, là. On a perdu. Yin Yang. C'est mignon. Bah, en fait, du coup, j'ai 2 œuvres dans la collection, de Walker et Ruin. Au début, je les ai pris parce que pour moi, ça représentait la lumière. Puis après, quand j'ai regardé un peu ce qu'elle voulait dire, ou peut-être ce qu'elle voulait pas dire, c'était pas tout à fait clair. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un côté très sombre à ces images. Et donc, dans la collection Darkness qui va sortir en avril, on aura aussi des twins, c'est-à-dire des œuvres qui appartiennent... quand on les voit, on a l'impression que c'est dark, mais en fait, il y a un petit côté lumière dessus. Et donc, l'idée, c'est que les jumeaux vont se rejoindre. Et donc, si vous possédez un twin de cette collection, vous pourrez avoir accès en avant-première au twin de la prochaine collection, avec en plus 50% de réduction. Voilà, donc ça... D'accord.
Donc je réfléchis encore à d'autres trucs comme ça pour mettre les collections qui se suivent les unes les autres. Voilà. Ok. En soi, c'est bien d'arriver à créer des liens comme ça Ben ouais. entre les collections. Ouais. Et là, The Walker que je viens de mettre, c'est Jakub Jagoda, c'est un artiste polonais qui fait ça. Il fait beaucoup de dark fantasy. Donc si vous aimez les dark fantasy, vous allez beaucoup aimer les squelettes et tout. C'est un peu flippant, mais il paraît que les gens aiment bien. Et l'autre, c'est Rune. Et en fait, l'œuvre, elle représente la destruction qui s'est abattue sur l'Ukraine, mais du coup au travers d'un personnage fantastique qui est assez puissant. Voilà. Donc pour moi, c'était aussi une belle façon d'exprimer comment la fantasy peut aider à représenter un problème dans le monde réel. Voilà. C'est vrai qu'on a du mal, on a du mal à s'imaginer des fois ce que représente, pour quelles raisons ont été faites les œuvres et réellement ce qu'il y a derrière, ce qu'elles représentent. C'est vrai, même moi le premier, c'est vrai que j'ai vu les œuvres sans forcément, on trouve ça joli, voilà, on s'imagine des choses, mais on n'a pas forcément, on ne sait pas pourquoi ça a été fait de cette façon et finalement, qu'est-ce que ça représente réellement pour l'artiste, qu'est-ce qu'il a voulu montrer. C'est ça. Alors dans le lien que je montre là, vous pouvez voir les œuvres dans leur entièreté, qui sont pas coupées du coup, et sur chacune vous voyez les descriptions, ce que l'artiste pourquoi l'artiste l'a fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Voilà. Donc là c'est un peu plus complet. D'accord. N'hésitez pas. Du coup peut-être il y en a certaines qui vous parleront plus. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Par exemple, il y a une œuvre, moi première fois que j'ai entendu parler, j'étais en mode mais non, mais n'importe quoi. Celle-là, ça s'appelle The Straggler. Et en gros, c'est un peu. Et en fait, cet artiste a voulu représenter. Le sujet de base, c'était l'addiction au téléphone portable. Par rapport à la lumière, peut-être, ouais. Bah ouais, moi je voyais un nain qui rentrait tard chez lui avec voilà tout cet univers-là. Il dit non, le truc de base, c'était l'addiction au téléphone portable. C'est vrai, quand vous regardez ses yeux, il a l'air un peu perdu dans le vide. On ne sait pas vers où il regarde. Mais je trouvais ça super stylé de. Il y a tellement de détails dans une image pour présenter un sujet comme ça. Non, mais c'est vrai, quand tu le dis, qu'on cherche un petit peu, tu vois, on voit la personne avec son bois, là, le nain avec son bois sur le dos, qui a travaillé toute sa journée et qui finit le soir sur son téléphone portable avec les yeux un petit peu captivés. Ouais, c'est ça. Effectivement, ça a beaucoup de profondeur, tu vois. Ça rejoint un petit peu le truc de l'IA. Par exemple, une IA, j'arrive pas à percevoir comment on peut arriver à transmettre ce genre de choses à une IA. Les expressions, tout ce genre de choses. Bah c'est ça, franchement, c'est typiquement, je sais même pas comment on aurait pu le dire à une IA, quoi. Fais-moi un nain qui représente l'addiction au téléphone portable. Vu sous cet angle, je pense qu'on n'aurait pas eu du tout la même image. Non, mais c'est là que c'est intéressant, justement, typiquement, de voir que finalement, les artistes ont encore quelques années devant eux avant, un petit peu, ouais. Avant de se faire dépasser. Ouais. J'en ai un que j'aime beaucoup, c'est Winterkeep. Beaucoup de gens aussi réagissent bien. Ça s'appelle Arborealis, celle que je mets dans le chat. Et c'est comme une aurore boréale, sauf qu'il n'y a pas de. C'est pas l'hiver, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace. Et puis c'est en forme d'arbre, quoi. Genre, comment il a pensé à ça? Je sais même pas. C'est venu. L'imagination débordante. C'est ça. Et en fait, dans les Winterkeep en particulier, qui est français, quand on regarde ces œuvres, on a l'impression que c'est des paysages normaux. Voilà. Et puis en fait, quand on regarde, c'est ce petit truc qui fait que non, en fait, ça vient pas de ce monde-là, ça vient d'un autre monde. Et moi, j'ai toujours vu un peu Farian comme un peu le Louvre, mais d'un univers fantasy. Si demain il y a un alien qui vient sur Terre et qui va visiter le Louvre, il va avoir une petite idée de à quoi notre monde a ressemblé dans les dernières années, au fil de l'histoire. Mais du coup, pour la fantasy, c'est l'art aussi qui permet de faire ça. Permet de découvrir. On peut pas rentrer dans ce monde imaginaire comme on aimerait bien, mais on peut avoir une idée à quoi il ressemble à travers l'art. C'est un peu ça. Ouais, non, mais c'est vrai.
Ouais. Et j'ai une question, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait du jeu de rôle? Je sais pas, sur forum ou en vrai? Vous pouvez écrire sur le chat, je suis toujours curieuse. Seb, t'en as jamais fait? J'ai jamais. J'ai joué, tu vois, des jeux de Non, rôle sur des choses, mais j'ai pas. En fait, je suis jamais rentré dans ce truc-là. J'en ai vu beaucoup le faire, mais j'ai jamais eu forcément le talent d'écrire ce genre de choses ou vraiment de me prendre au jeu. Pour moi, c'était ouais, vraiment trop abstrait, tu vois. Autant, tu vois, de déguiser, de faire un truc comme ça, peut-être dans la peau, je l'ai jamais fait, mais ouais, j'aurais pu. Mais c'est vrai que le fait de l'écrire, arriver à se projeter comme ça, j'ai pas réussi à franchir le pas. Pourtant, je l'ai vu de nombreuses fois, mais ouais, j'ai jamais fait. Ah ouais, ok. Ah, je vois qu'Onazi Crypto, il a une partie en cours depuis 24 ans. Ah ouais, quand même, ça doit être un record. Ouais, Mako, Donjons et Dragons, ouais. Oui, c'est une bonne référence. Tout à fait. Et beaucoup de gens qui m'ont dit que l'art que je mets sur le site, ça leur fait penser à de bons vieux temps où ils jouent à Donjons et Dragons. Ouais. Non, c'est cool. D'ailleurs, je sais pas si vous faites le hashtag Dungeon and Dragon sur Twitter, vous verrez plein d'artistes qui publient régulièrement de l'art sur ce thème-là. Qui est pas forcément crypto ou NFT, c'est juste c'est des gens passionnés qui font ça. D'ailleurs, l'Install Artwork, alors on le voit pas sur les NFT que je propose, mais sur son site, en gros, elle fait du JDR et elle a, comme en plus elle a le pouvoir de dessiner ses histoires, elle a dessiné ses histoires. Et c'est trop cool du coup. Genre là, c'est une œuvre que je trouve magnifique. Ça s'appelle A Tale of Bradale Forest. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un couple qui se sépare. Je sais pas, il y a toute une histoire derrière, mais ça vient de leur délire. Et derrière, on a fait une œuvre magnifique, quoi. Et je sais pas si vous avez vu Stranger Things. Moi, j'aime bien dans Stranger Things quand ils montrent que les gens qui font du JDR et tout, c'est un peu des nerds, c'est un peu des marginaux de la société. Alors qu'en fait, des gens trop cool qui ont plein d'imagination, qui ont plein d'idées. Moi, c'est vraiment un truc que la fantasy m'a aidé, ça a développé ma créativité, mon imagination. Donc, je trouve que c'est un très bon vecteur qui peut servir à beaucoup de gens. Un JDR CryptoMask. Ah ouais. Bah ouais, franchement, si vous êtes un maître du jeu, vous pouvez inventer des choses ensemble. Ça peut être sympa. On avait quelqu'un chez nous, il est pas, je crois qu'il est pas là ce soir, mais qui il écrivait plus des diopsies, ce genre de choses. Et je pense que c'est c'est quelqu'un à mon avis qui devait faire ce genre de choses. Mm-hmm. Il est pas là, mais oui, il devait certainement faire ce genre de choses. Mm. D'ailleurs, je voulais ouvrir une section roleplay sur mon Discord. Elle n'est pas encore ouverte. S'il y en a qui veulent m'aider à l'animer, vous êtes les bienvenus, contactez-moi. Faire des choses sympas. Mon idée, c'était de faire du JDR à partir des œuvres qui sont sélectionnées. Par exemple, si vous voyez l'œuvre où il y a la Banshee de David Desmarais, est-ce que vous pouvez écrire une histoire qui va raconter comment vous avez rencontré cette Banshee? N'hésite pas à partager le lien de ton Discord, de tout ça, hein, comme ça, les gens qui sont là, qui nous écoutent, ils pourront le rejoindre directement. Et je sais pas, avec Nidic, peut-être si tu as des liens vers les collections, tout ça, de nous les transmettre. Je sais pas si on pourra les mettre en dessous de la vidéo, si c'est sur YouTube, Nidic. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, J'entends, je noterai tout ce qu'il faut. Par défaut, je mets tout le temps le Discord et le site web. Non, Twitter et le site web, mais je mettrai les autres aussi. Je te les rassemblerai au pire s'il y a besoin. Pas de souci. J'espère que tu puisses te reposer un petit peu. Cool, excellente idée. Et puis c'est vrai que mon Discord, il est principalement en anglais, il y a une chaîne en français. Mais après, s'il y a assez de Français qui ne veulent pas parler anglais, on peut s'adapter. Je peux pas. L'occasion de parler d'autres langues, mais après, ouais. Ça se fait avec le temps, puis en fonction de la demande. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'étais super surprise quand j'ai vu qu'il y a des communautés crypto entièrement en français. J'étais là, ah ouais, quand même. Moi, je pensais que de base, c'était l'anglais, quoi qu'on fasse, quoi.
Ouais, ça y vient petit à petit. Avant, c'est vrai qu'avant, enfin, la majorité était anglais, mais au fur et à mesure que l'écosystème grandit, bah, tu as quand même beaucoup de Français Mm. voilà, qui se construisent, hein, des communautés. Non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que même quand je fais en anglais, je sais pas d'où viennent les gens et tout. Je sais pas quelle est la culture qui nous unit, d'où ils viennent. Enfin, c'est un peu plus difficile pour discuter. Surtout, enfin, moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger, donc je sais pas, depuis que je suis rentrée, j'ai l'impression dès que je parle avec des Français, c'est ma famille. Ça s'entend dans ton accent de prononcer les trucs anglais. On le remarque rapidement. On remarque, tu vois, qu'il n'y a pas le petit accent vraiment français. Si c'est moi ou si c'est Naïli qui prononce un truc, ça donne pas la même chose. Ah oui, c'est sûr. Après, moi, aux États-Unis, je me cassais la tête à bien parler anglais avec un bon accent. Et tout ça pour qu'on me dise, en fait, Cynthia, tu devrais avoir un accent français quand tu parles, c'est beaucoup plus sexy. Je dis, ah, mais non. C'est pas faux. Ouais, il paraît que c'est bien vu un petit peu quand il y a des Anglais aussi ou des Américains qui viennent en France. Ça donne un super style. Bah oui, oui, il y en a qui m'ont dit, quand tu parles, tu devrais mettre des petits mots en français, tu vois. Si tu sais pas un mot, dis-le en français, ça fait super bien. Je dis, ah bon, Ça se tente. ça se tente. Enfin, voilà. Si vous avez des Américains là où vous êtes, parlez-leur en français, ils seront contents. Ouais. Bon, bah écoute, je sais pas si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Mm. Ah, mais Et, du coup, les Thomas, est-ce que vous voulez faire des expositions physiques aussi, à l'étranger ou ailleurs? ah bah ça pourrait. Bah, Matt, je sais pas si tu es dans le coin. Il y a peut-être des choses à faire. Il est en train de brancher ses écouteurs ou il fait semblant de nous écouter. Parce que j'ai vu que vous avez 555 NFT, donc est-ce que votre but c'est de faire grandir encore la communauté ou de rester à votre taille actuelle? Matt, on a besoin de toi en vocal. Je sais pas si tu peux venir ou pas. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, il y a des questions pour toi. Bien sûr, je suis là. Alors, j'ai vaguement entendu. On parle d'exposition à l'étranger, c'est ça? Ou en France? Enfin, en France, il n'y a que Paris, quoi, pour l'instant. En galerie, d'accord. Ouais, bah écoute, moi, c'est bien évidemment avec le plus grand des plaisirs. Le but étant, de pas de faire grandir la collection, parce que je ne cherche pas à faire grandir la collection, mais la communauté, oui, toujours, bien évidemment. Donc, il y aura toujours que 555 masques, il n'y en aura pas d'autres. Néanmoins, on a un Discord qui est accessible à tous, une communauté globalement qui est accessible à tous, avec ou sans masque en fin de compte, et le but étant bien évidemment de faire grandir la communauté avec des artistes aussi, puisque la cible des galeries, ce qui peut être intéressant, c'est en fin de compte rencontrer des artistes qui sont artistes NFT ou pas, ceci étant dit, mais rencontrer des artistes et un public intéressé par l'art. Et je considère effectivement que les cryptomasques font partie. Enfin, il y a une partie d'art dans les cryptomasques, effectivement. Donc, je me considère légitime et avec grand plaisir d'en rediscuter. Bah ouais, parce que, ouais, ok. Enfin, si vous avez besoin d'aide, en ce moment, je cherche plein d'endroits à faire des expositions physiques, donc si vous voulez des références, je peux vous en donner. Découvre un peu aussi de Twitter et tout, il n'y a pas tout qui est à un seul endroit, quoi. Bien sûr, non, mais écoute, si demain tu organises une exposition à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, peu importe, si tu organises une exposition et que tu penses à nous recontacter, à penser à nous à ce moment-là, je me ferai un plaisir de mettre en avant la collection Cryptonaut. En tout cas, tu peux compter sur nous Cool. pour exposer. Peut-être aussi même parce qu'on a une collection Cryptomasques de 555 masques, mais on a aussi, comme tu peux le voir, From Zero to 10K, enfin Seb qui a sur sa PFP, c'est un cryptomasque aussi, mais bien particulier. C'est un cryptomasque honorifique que les membres de la communauté peuvent acquérir avec le temps. Les membres les plus impliqués, en tout cas dans la communauté, que ce soit sur Twitter, sur Discord, enfin voilà, les builders globalement de notre communauté, sur le long terme,
tous les builders, les membres les plus actifs pourront obtenir un cryptomasque honorifique comme ça. Et ça peut être intéressant d'exposer ces cryptomasques parce que pour le coup, c'est des œuvres qui sont complètement, enfin, c'est des one-one. Donc peut-être encore un peu plus de légitimité à être exposé dans les galeries d'art. Bah oui, tout à fait. Après, comme j'ai vu à l'NFT Factory, vous, ce que vous faites, ça rentrerait largement dedans. Ils n'ont pas de Oui, non, restrictions particulières. complètement. Là, je pense que tu parles de galeries un peu plus classiques. Et effectivement, dans ce type de galerie, oui, de toute manière, je pense que la collection, effectivement, même de 555 y a sa place. Mais voilà, c'était pour développer aussi sur le fait qu'on a aussi des œuvres qui sont des œuvres honorifiques de l'artiste Aid Project. Oui. Et on a aussi, même parallèlement à ça, une collection de cryptomasques collab qu'on fait avec la majorité des artistes qu'on reçoit comme ça en amas. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas entendu en parler ce soir, mais on peut prendre 2 minutes pour en discuter si tu veux. Toi, tu travailles avec... Si, je crois que Seb a proposé que... Pardon, Seb, autant pour moi, j'étais Voilà, on voit à quel moment t'as arrêté d'écouter. Là, tu t'es fait en direct, en flag. J'ai pas été tout le temps très attentif. Et je ne cache pas que je suis passé faire un petit coucou aussi sur le Discord de la Crypto Academia. Il y avait Crypnap qui faisait effectivement un petit résumé de l'actu. Donc ça m'intéressait. Donc je me suis absenté un petit moment. C'était peut-être à ce moment-là aussi. Ouais, non, bah du coup, ouais, j'ai proposé si ça l'intéressait de voir avec l'artiste ou même que ce soit elle de participer finalement à cette collection et de nous faire de nous faire un masque dédié des Faériennes. Écoute, on en serait ravis. Ce serait une superbe idée. On n'a pas encore eu de collab avec des artistes d'un monde comme ça un peu fantastique. Et pour le coup, ça peut être hyper intéressant et hâte et curieux de voir ce que ça peut donner. Ouais, je note. Écoute, c'est sympa. En tout cas, c'était intéressant de t'avoir ce soir. On te remercie tous d'être passés nous en dire plus sur ton projet. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Tu es au sein d'une communauté aidante, donc même si tu as besoin de quoi que ce soit, de conseils ou même de nous parler des avancées du projet, n'hésite pas à venir nous en parler sur le chat. Bah super, merci beaucoup. Ça fait du bien de trouver une communauté comme ça. Écoute, t'es la bienvenue. Merci. Merci Seb pour ce soir. Un amas un peu imprévu d'ailleurs parce qu'on l'a mis un peu au dernier moment. Mais, totalement, oui. Mais ça n'enlève vraiment rien la qualité du vocal. Merci. Un grand merci à toi d'être venu nous parler un petit peu de tout ça et puis oui finalement un petit peu au dernier moment mais ça valait vraiment le coup. Non mais je suis contente. Merci. Cool, bah je vous attends du coup la semaine prochaine ou dans les prochains jours sur le Discord. Avec grand plaisir. Et, franchement, rejoignez et dites bonjour, parce qu'il y en a à ce moment, ils joignent, ils disent même pas bonjour. Enfin... C'est où qu'on dit? On peut dire bonjour en français ou faut le dire en anglais du coup? Comme vous voulez, on s'adapte. Peut-être qu'un jour Discord aura la fonction traduction intégrée, je sais pas. Très bien. Ça va peut-être venir. Ouais. Allez, écoute, pour moi, c'est fait, j'ai dit bonjour sur le chat. J'invite les masques à en faire autant. Merci. Hop. N'hésitez pas à y aller. Puis je vais vous partager en même temps le Twitter de Faérian. N'hésitez pas à suivre non plus pour avoir les dernières infos et tout ça. Et comme dit, si vous n'avez pas pu gagner un spot de Expedition Leader ce soir, vous pouvez toujours le faire en participant à nos animations sur notre Discord. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh bon Aïlik. Et même si vous avez gagné, vous avez le droit de participer. Tu peux en gagner 2, Nédic. Bah oui. Il y a Elven de Tales of the Wild, de François. Il a gagné 2 Expedition Leader comme ça. Il en a déjà réservé 2. Donc, voilà. Ça descend. Comment ça, tu trouves pas au dire bonjour? Attends.
N'importe où, enfin, je sais pas. Il y a le Dans- chat, il y a Dans le Welcome. chat général, j'étais dans Golden Board In. Ah, bah voilà, regarde, il y a plein d'activités. On voit, ça Super. commence à débarquer. Eh ben, je vais vous inviter. J'ai un barman aussi dans le chat. Tiens, je vais inviter Konazi Crypto. Voilà. Je sais pas si vous voyez ça. Je pense que les Anglais, on va un petit peu les déboussoler. Là, ça va faire beaucoup de Français d'un coup. C'est pas grave. Faites-vous plaisir. Bon, bah, Salut. écoute, en tout cas, non, c'était vraiment chouette de t'avoir parmi nous ce soir. Un barman. Oui, enfin un tavernier, pardon, Nélic, un tavernier. Voilà. Je fais plus médiéval. Ah, j'ai pas encore intégré la tequila dans le menu, mais je pourrais. C'est- Oui, oui, oui. Oh, c'est bon. Ok. Ben, merci beaucoup. Et je vous quitte avec une petite arpège de harpe pour vous enchanter ce soir. Ah, Voilà. on t'écoute. Attends.